De nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement. Ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs. Mais elles créent une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol, ce qui les rend plus détendus. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports. Selon des recherches comportementales, les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty-free. Donc en investissant dans le confort des passagers, les aéroports augmentent en fait leurs revenus. Si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas. Désolé de te le dire. Les scanners lisent le code barre et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination. Les 3 principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement, de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages. Et c'est tout. Donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite, ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance. Ou à l'inverse, ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes, où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers. Ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de ton vol est élaboré jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses. D'ailleurs, fait intéressant, une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 $ après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler bizarre, mais c'est totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur. Avant que leur journée de travail ne commence, les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine mémorise ces odeurs et au cas où les mains d'une personne exhalent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport. Tu as certainement déjà vécu ce qui suit. Tu arrives au contrôle de sécurité et soudain, il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois. En plus de cela, tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse. Les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. Si tu as une longue escale entre 2 vols, aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24 heures sur 24 au salon VIP. Dans la plupart des cas, tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable. Dans les aéroports à plusieurs terminaux, recherche les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement, l'heure d'or. C'est le moment où statistiquement, les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport. Et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping. Admettons-le, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue, ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en guise de compensation. Normalement, les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place. Et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement, tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place. En fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard,
tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1 300 €. La plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot ou technique d'inspection des passagers. Par observation, ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété comme les personnes qui se mordent les lèvres, se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange, il peut l'inviter à une inspection plus poussée durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est: quel est le but de votre visite? Ils vérifient ensuite la réaction de la personne à cette question. Peu importe à quel point un passager est réservé, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude. Avant même que tes bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité. Et l'un d'entre eux, en plus de scanner le contenu, comprend un contrôle par un chien capable de renifler des produits chimiques dangereux. C'est bien connu, le nez d'un chien est bien plus puissant que celui de n'importe quel humain. En fait, les chiens distinguent les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que les gens. Pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances suspectes. En plus, tu ne pourras même pas distinguer un chien de détection d'un chien normal. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens. Les races de renifleurs les plus populaires sont les Golden Retrievers, les Labradors et les Braques allemands. Charger ton téléphone à un endroit spécialement désigné peut sembler pratique, mais ce n'est pas forcément sans danger. Si la station de recharge ne te permet de brancher que ton cordon en USB, tu risques d'avoir un logiciel malveillant installé sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. La seule façon sûre de charger ton téléphone ou ta tablette est de trouver une prise électrique murale et de l'utiliser avec ton propre chargeur. Il en va de même pour le Wi-Fi gratuit des aéroports. En dehors du fait que les aéroports te demandent le plus souvent de t'authentifier, quelqu'un peut facilement accéder à tes données lorsque tu utilises un hotspot Wi-Fi non protégé. Il est plus sûr d'utiliser tes données mobiles. Mais si tu dois absolument utiliser le Wi-Fi de l'aéroport, efface ou crypte toutes tes informations importantes sur ton appareil. Il peut être exaspérant de devoir sortir ton ordinateur portable de ta valise à chaque fois au contrôle de sécurité. Mais le personnel de l'aéroport a besoin de bien voir ton appareil pour s'assurer que rien n'est caché à l'intérieur. Sur l'écran d'un scanner à rayon X, un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent avec un disque dur, un lecteur de CD et autres composants clairement visibles. Mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se trouve derrière certaines de ces pièces. Par exemple, une batterie dense est plutôt volumineuse. Les gens ont tendance à choisir la file de sécurité la plus proche d'eux. Si cette file s'avère être bondée, regarde simplement autour de toi après le contrôle des pièces d'identité et des billets. Tu verras peut-être un autre point de contrôle avec beaucoup moins de monde. Certains points de contrôle de l'aéroport sont situés aux confins du terminal et les passagers ne les remarquent pas. Faire une demande de pré-contrôle de sécurité peut être un grand gain de temps pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Être membre de ce programme présente de grands avantages. Tout d'abord, le passage de la sécurité et du contrôle des passeports est plus rapide. Si tu as opté pour le pré-contrôle, tu n'auras pas à enlever tes chaussures, à retirer ta ceinture ou à placer des objets comme les liquides et ton ordinateur portable dans des bacs spéciaux. Si tu ne prends pas l'avion depuis ou vers les États-Unis, tu peux chercher des services similaires disponibles dans ton pays. Si tu voyages en classe économique, mais que tu n'aimes pas ça, d'ailleurs qui aime ça? Enregistre-toi en ligne et vérifie les options de siège environ 4 jours avant ton vol. C'est à peu près à ce moment-là que les compagnies aériennes commencent à surclasser les sièges et tu pourrais obtenir un surclassement en classe d'affaires pour une somme modique ou parfois même gratuitement. Tu peux aussi demander un surclassement lorsque tu es déjà à l'aéroport. La plupart des gens oublient cette possibilité ou s'en moquent tout simplement. Alors, tente ta chance. Prendre l'avion est devenu une routine pour beaucoup de gens. Mais même les grands voyageurs ignorent parfois ce qu'il ne faut jamais faire dans un avion. Et pour commencer, on ne se met jamais pieds nus. C'est l'une des règles d'or du voyage en avion. Sans même parler des odeurs désagréables, le sol de l'avion est très sale. Des personnes souffrant de problèmes de pieds contagieux se sont peut-être promenées pieds nus dans les allées avant toi. Et il est fort probable qu'il y ait beaucoup de saleté laissée par les passagers précédents. Et on ne parle même pas du sol des toilettes. Si tes pieds ont besoin d'un peu de liberté, enlève tes chaussures, mais garde au moins tes chaussettes, ou bien emporte une paire de pantoufles légères. N'oublie pas que l'air pressurisé de la cabine est aussi sec que celui du désert du Sahara, avec seulement 20% d'humidité.
C'est pourquoi tu peux ressentir un certain inconfort au niveau de la peau après un vol. Ne serait-il pas plus judicieux d'installer des humidificateurs d'air dans la cabine? En réalité, le poids supplémentaire coûterait trop d'argent aux compagnies aériennes. De plus, la carlingue de l'avion est principalement composée d'aluminium et d'autres métaux, et l'air humide pourrait entraîner de la corrosion. N'oublie donc pas d'emporter une crème hydratante et de l'utiliser pendant le vol. Remonte toujours ta tablette dès que l'avion commence à se déplacer sur le tarmac, et ne la baisse jamais pendant le décollage et l'atterrissage. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui garantit que toi et les autres passagers disposeraient d'un passage dégagé en cas d'évacuation d'urgence. Dans le même ordre d'idée, garde ton siège en position verticale pendant le décollage et l'atterrissage. Tout d'abord, un siège incliné peut sérieusement ralentir une évacuation d'urgence car il bloque la personne assise derrière. Ensuite, plus on est penché vers l'arrière, plus il est difficile de se mettre en position de sécurité lors d'un atterrissage d'urgence. Essaye d'éviter de dormir pendant ou juste après le décollage et l'atterrissage. D'abord, ce n'est pas bon pour ta santé. Le principal problème est que la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change très rapidement pendant ces phases du vol. Et cela affecte la pression de l'air dans tes oreilles. Il est donc important d'être vigilant pendant ces phases, de te détendre et de dégager tes oreilles, par exemple en bâillant ou en avalant fréquemment. Mâcher du chewing-gum fonctionne aussi. Si tu dors, tu ne peux pas le faire, ce qui peut entraîner des dommages permanents. Et bien sûr, il y a la question de la sécurité. La plupart des accidents se produisent au décollage et à l'atterrissage. Si tu dors pendant ces phases, tu risques de ne pas être assez alerte en cas d'urgence. La recommandation suivante vient de l'Agence pour la protection de l'environnement. Selon elle, il est préférable de ne pas boire de boissons chaudes dans l'avion. L'eau utilisée pour préparer le thé et le café ne proviennent pas de bouteilles. C'est de l'eau du robinet. Or, les réservoirs d'eau des avions sont souvent vieux et pleins de bactéries. En 2004, une étude a révélé que plus de 12% des échantillons d'eau contenaient des bactéries nocives. Si tu décides malgré tout de boire une boisson chaude dans l'avion, ne te verse jamais toi-même le café ou le thé. Le personnel de bord est formé à cette tâche dans les allées bondées d'un avion en mouvement. Tu éviteras ainsi le risque de te brûler ou de brûler d'autres passagers. Il est préférable de ne pas commander de Coca-Cola dans un avion. La pression de la cabine provoque beaucoup de mousse. Or, pour des raisons évidentes, les hôtesses ne veulent pas te servir un gobelet rempli de mousse. C'est pourquoi elles ne remplissent que la moitié du gobelet. Attendent que la mousse retombe, puis elles finissent de le verser. Cela peut prendre de longues minutes. Garde ton aérateur ouvert. Tu réduiras ainsi la propagation des germes. Les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité. Ils retiennent jusqu'à 99% de germes en suspension dans l'air. Tu n'as donc rien à craindre, mais n'oublie pas d'essuyer ta tablette. Avec 8 fois plus de bactéries que le bouton de la chasse d'eau des toilettes, c'est l'endroit le plus sale à bord. Une autre chose à éviter est de t'appuyer la tête sur la fenêtre si tu as un siège côté hublot. Tu ne sais pas qui a occupé ton siège avant toi et de toute façon, la vitre risque d'être couverte de germes. Évite de porter des tongs ou des talons hauts pendant un vol. Ta survie pourrait être en jeu. En effet, ces deux types de chaussures rendent très difficile l'évacuation rapide de l'avion. Si tu portes des talons hauts, tu devras de toute façon les laisser derrière toi au cas où l'équipage utiliserait des toboggans d'urgence lors d'une évacuation. Les talons risquent en effet d'endommager le toboggan et il faudra donc les enlever. Maintenant, demande-toi si tu as vraiment envie de sortir de l'avion pieds nus. Non? Alors opte plutôt pour des chaussures robustes avec une semelle solide. Dans ce cas, tu ne te retrouveras pas pieds nus sur un tarmac brûlant ou en pleine nature. Ne mets pas d'objets lourds dans les compartiments supérieurs. En cas de forte turbulence, ces objets risquent de ne pas rester à l'intérieur et en tombant, de te blesser ou de blesser d'autres passagers. C'est pourquoi, s'il est difficile de soulever un objet pour le placer dans le compartiment supérieur, il vaut mieux le mettre sous le siège devant toi ou ailleurs. N'en veux pas au pilote pour un atterrissage un peu brusque. Si tu en fais l'expérience par mauvais temps, il se peut que ce soit intentionnel. Si la piste est recouverte d'eau ou de neige, l'avion doit toucher durement le sol pour briser la couche d'eau ou éviter l'aquaplaning. Sinon, l'eau pourrait jouer le rôle de lubrifiant et l'avion ne pourrait ni freiner ni répondre à une quelconque commande. Déployer un toboggan d'urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence est une très mauvaise idée. Cela peut entraîner des retards de plusieurs heures et coûter des milliers de dollars aux compagnies aériennes pour remettre le toboggan intact dans son conteneur. Si tu te demandes pourquoi quelqu'un ferait une telle chose,
Certains semblent penser que cela les aidera à descendre plus vite de l'avion. N'ignore pas les instructions du personnel d'ouvrir les stores des hublots pendant le décollage et l'atterrissage. En cas d'urgence, cela leur permettra de voir ce qui se passe à l'extérieur, d'évaluer la situation et d'agir rapidement en organisant l'évacuation. Par exemple, s'il y a un incendie devant une issue, ils redirigeront les passagers vers une autre. Évite d'emporter des déodorants en spray ou de la mousse à raser dans ton bagage à main. Ces deux produits ont tendance à exploser en plein vol et ne sont donc pas autorisés à bord. Il est préférable d'opter pour des déodorants en stick. Les batteries externes ne doivent pas non plus se trouver dans les bagages enregistrés. Et si tu veux en emporter une à bord, sa capacité ne doit pas dépasser les 20 000 mAh par heure. En outre, tu ne dois pas les utiliser pendant le vol, car elles risquent de prendre feu. En général, les piles au lithium peuvent être utilisées en toute sécurité, mais comme elles sont très puissantes, elles peuvent s'enflammer si elles ne sont pas traitées avec soin, si elles sont mal utilisées ou s'il y a un défaut de fabrication. De telles piles ont été à l'origine de plusieurs incendies à bord d'avions, ainsi que lors de manipulations au sol. Ne t'inquiète pas des scanners dans les aéroports. Ils ne sont pas dangereux pour la santé, sinon les employés des aéroports ne pourraient pas s'en approcher sans porter de vêtements spéciaux. Même lorsque tu passes devant un scanner à bagages, le risque est minime. Et pour finir, ne te comporte pas mal à bord. Aie une attitude respectueuse envers le personnel et les autres passagers. Et aussi, n'essaie jamais de faire atterrir un avion tout seul. Ce n'est pas une blague. Dans les films, on voit parfois le personnage principal prendre les commandes de l'avion à la place des pilotes. Malheureusement, c'est presque impossible dans la vie réelle. Même si une personne est très douée, qu'elle aime les simulateurs informatiques très fidèles à la réalité et qu'elle est prête à suivre toutes les instructions depuis le sol, elle risque d'échouer à cause d'un simple facteur, le stress. Il est vrai qu'il y a eu quelques cas où des amateurs ont fait atterrir de petits avions privés après l'incapacité d'un pilote. Mais il n'y a jamais eu de cas où un non-pilote a fait atterrir un avion de ligne. Ça n'existe que dans les films. Tu t'enregistres dans ta chambre d'hôtel, tu te connectes au Wi-Fi, tu sautes sur le lit et tu publies 15 photos de ta nouvelle vue depuis la fenêtre. Une fois l'excitation initiale passée, tu remarques une lumière clignotante suspecte sur ton énorme télévision. Se pourrait-il que quelqu'un t'observe ou as-tu simplement vu trop de films d'espionnage ? Il existe des caméras cachées de toutes les formes et de toutes les tailles. Les grandes sont faciles à repérer, mais les petites peuvent être aussi furtives que discrètes. Elles peuvent être cachées derrière des meubles, dans des décorations ou des bouches d'aération, et partout où tu auras du mal à les remarquer. Il existe même des caméras spéciales qui peuvent se dissimuler dans des objets mobiles de tous les jours comme les réveils, les cadres, les vases et les lampes. Vérifie que ces objets ne soient pas orientés selon un angle étrange, ou qu'ils ne soient pas placés de manière à avoir la meilleure vue sur ton lit ou ta salle de bain. Le moyen le plus simple de repérer une caméra cachée est de chercher le reflet de l'objectif, car toutes les caméras en sont équipées. Éteins les lumières et scrute lentement la pièce au moyen d'une lampe de poche, d'un pointeur laser ou d'un détecteur de caméra espion sans fil spécial. Ceux-ci sont équipés de lumières de balayage infrarouge et d'un éclairage. Dès que tu découvres un point rouge réfléchissant, tu dois allumer la lampe de poche pour vérifier s'il y a une caméra cachée. Vérifie bien les bouches d'aération ainsi que tous les autres trous et interstices dans les murs ou le plafond. Certains détecteurs avancés montrent même ce que la caméra voit, ce qui facilite grandement le repérage et la désactivation. Cependant, ces détecteurs ne fonctionnent que sur des caméras allumées et fonctionnant constamment. Ton téléphone portable peut aussi t'aider à déceler ces menaces cachées. Active le Bluetooth et promène-toi. Regarde si des appareils inconnus apparaissent à l'écran. Une autre idée consiste à installer une application de balayage de réseau qui affiche tous les appareils connectés au réseau Wi-Fi que tu utilises à l'hôtel. Une fois le balayage terminé, étudie la liste pour y trouver des appareils portant un nom tel que caméra IP ou cam. De plus, tu peux mettre ton téléphone en mode selfie, éteindre la lumière et fermer les rideaux, et regarder lentement autour de la pièce tout en te concentrant sur l'écran. Garde l'œil ouvert pour repérer d'éventuelles lumières blanches ou violettes. Tu peux encore jouer les détectives, appeler un ami ou un membre de ta famille et commencer à faire le tour de ta chambre. Les caméras cachées devraient émettre une sorte de radiofréquence. Il est fort probable que cela interfère avec le signal de ton appel téléphonique.
Si tu commences à entendre des bruits bizarres pendant que tu es au téléphone dans un endroit précis de ta chambre, inspecte-le attentivement. Vérifie les interrupteurs, les prises de courant, les lampes et autres objets auxquels tu ne prêterais normalement pas attention. S'ils ont l'air un peu de travers, s'ils présentent un trou ou s'ils semblent mal placés, c'est peut-être le signe que quelqu'un les a trafiqués. De nombreux dispositifs d'espionnage ont besoin de fils et la personne qui les a installés aura dû cacher ces fils, souvent derrière une plainte en vinyle. C'est pourquoi l'endroit où le sol et le mur se rejoignent est une autre zone à inspecter. Des crêtes, des bosses ou une décoloration peuvent être le signe qu'un microphone s'y cache. Il en va de même pour les taches sur les plafonds et les murs, même si elles ne sont pas plus grandes qu'une pièce de monnaie. Si tu trouves une caméra cachée ou quelque chose de suspect, n'hésite pas à en informer l'accueil de l'hôtel ou le service de réservation. N'essaye pas de toucher ou de déplacer l'appareil toi-même. Si l'hôtel nie tout, tu peux contacter les forces de l'ordre. Après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de caméra dans la pièce, examine les miroirs. Quelqu'un pourrait observer de l'autre côté. Commence par vérifier si le miroir est encastré dans le mur ou s'il peut être ajusté. Si c'est un miroir sans teint, il sera encastré dans le mur. Tu peux faire un test simple pour inspecter ton miroir. Appuie le bout de ton doigt sur la vitre et pousse assez fermement pour laisser une empreinte digitale lorsque tu retires ton doigt. Étudie l'empreinte. S'il y a un petit espace entre l'empreinte et le miroir, à l'endroit où le verre devrait se trouver, c'est qu'il s'agit d'un miroir. Sur un miroir sans teint, il n'y a pas de tel espace. Une autre façon de vérifier si ton miroir est semi-transparent est de tapoter la vitre. Si quelqu'un t'observe de l'autre côté, le miroir émettra un son creux. Un miroir sans teint devrait sembler plus lumineux de l'autre côté que du tien. Approche-toi du miroir et mets tes mains en visière autour de tes yeux. Vois-tu de la lumière derrière le miroir? Si c'est le cas, il se peut que tu aies un public inopportun. Avant de quitter ta chambre ou d'aller te coucher, assure-toi que toutes les portes soient bien fermées. Par chaque porte, on entend non seulement l'entrée de la chambre, mais aussi la porte menant au balcon si tu en as un. Tu peux apporter un verrou portatif pour plus de sécurité si tu t'apprêtes à aller au lit. Tu peux aussi te lancer dans un petit projet de bricolage et enrouler une ceinture ou une sangle autour de la poignée qui ferme la porte. Boucle-la et enroule-la plusieurs fois pour une protection supplémentaire. Une autre idée pour une sieste sereine est d'entasser tes effets personnels près de la porte. Des verres et des tasses feront parfaitement l'affaire. Si quelqu'un essaye d'entrer pendant que tu dors, il y aura du bruit. Les intrus préfèrent rester discrets. Il est donc fort probable qu'ils renoncent tout de suite à te dépouiller. Si tu voyages avec des objets de valeur et que tu ne te sens pas à l'aise de les laisser sans surveillance, tu peux les placer dans le coffre-fort de ta chambre. Mais comme ces coffres-forts utilisent des codes d'accès au lieu de serrure physique, quelqu'un de l'hôtel doit forcément connaître le code pour le déverrouiller, juste au cas où. Tu peux donc apporter ton propre coffre-fort. On en vend qui ressemblent même à des livres sur Internet, par exemple. Ils sont faits de métal solide et de papier texturé et sont munis d'une serrure à combinaison. Ils ont généralement assez de place pour contenir tes passeports, ton argent liquide et tes bijoux. Si tu dois laisser ton ordinateur portable dans la pièce et que tu veux t'assurer que personne n'y branche une clé USB pour voler tes données, voici ce que tu peux faire. Laisse une bouteille d'eau ou un autre objet à côté du port USB. Mesure la distance, mettons qu'il se trouve à 1 ou 2 cm. Pour que quelqu'un puisse brancher son gadget sur l'ordinateur portable, il devra forcément déplacer la bouteille. Tu peux aller plus loin et déposer un stylo parallèlement à l'ordinateur portable sous un certain angle. Tu peux mesurer l'angle avec ta smartwatch ou ton téléphone à l'aide de l'application Boussole. Là encore, si quelqu'un le déplace, tu le sauras immédiatement. Même quelque chose d'aussi simple qu'un panneau « Ne pas déranger » peut t'aider à savoir si quelqu'un est entré dans ta chambre pendant ton absence. Fais croire que tu es parti précipitamment et que le panneau s'est accidentellement coincé entre la porte et son cadre. Si tu reviens et que le panneau pend librement, c'est que quelqu'un l'a ignoré et a bien essayé de te déranger. Dans ce cas, tu peux contacter la réception et demander à ce que quelqu'un entre dans la chambre avec toi pour assurer ta sécurité. Si tu te soucies autant de la propreté de ta chambre que de tes affaires et de ta sécurité personnelle, alors ce conseil est pour toi. Les employés d'hôtel doivent normalement s'occuper de 20 chambres par tranche de travail de 8 heures. Cela signifie qu'ils n'auront pas plus de 30 minutes pour s'occuper de ta chambre. Cela leur laisse suffisamment de temps pour faire le lit, nettoyer le sol de la chambre et de la salle de bain, vider les poubelles et dépoussiérer toutes les surfaces.
mais ils ont rarement le temps de s'occuper des petits objets comme les interrupteurs, les poignées de porte et de tiroirs ou les télécommandes. Et oui, ce sont précisément les objets avec lesquels tu seras le plus en contact. Ils peuvent même receler plus de germes que les toilettes. Alors, si tu veux être sûr que ces germes n'atterriront pas sur tes mains, emporte suffisamment de lingettes antibactériennes pour nettoyer tous ces objets avant de les toucher. Les lettres SSSS sur ta carte d'embarquement constituent-elles une raison de t'inquiéter? Qu'est-ce qui est beaucoup plus dangereux que les turbulences? Faut-il essayer d'être le premier à monter dans l'avion? Tu es sur le point de le découvrir. Tu as peut-être remarqué que la plupart des avions ont des sièges bleus. Il n'y a pas de mystère. Les compagnies aériennes choisissent cette couleur car elle est considérée comme ayant un effet calmant. Cette couleur est censée mettre les passagers à l'aise et aider même les voyageurs les plus nerveux à se détendre. Mais il y a aussi une autre raison plus pratique. Les taches, la saleté et les traces sont moins visibles sur un tissu bleu foncé. Ne jette jamais ta carte d'embarquement dans un lieu public. Elle contient des tonnes d'informations sensibles te concernant, notamment ton nom et ton numéro de voyageur fréquent. Ces informations peuvent permettre à quelqu'un d'autre de consulter tes futures réservations, de changer ton siège, voire d'annuler tes vols. La meilleure façon de gérer la carte d'embarquement d'un vol que tu as déjà pris est donc de l'emporter chez toi et de la passer dans une broyeuse à papier. À propos, si tu vois les lettres SSSS ou S sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif damier. Quoi qu'il en soit, si tu as l'une de ces marques, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie. Mais pourquoi pourrait-il te choisir toi pour un contrôle secondaire? Certains de ces critères sont de faire une réservation pour un aller simple ou de payer ton billet en espèces. Dans certains cas, la sélection est aussi totalement aléatoire. Regarde, ta porte est ouverte et l'embarquement a commencé. Attends, où vas-tu en courant? Inutile de te dépêcher. L'astuce des globetrotters expérimentés est de toujours embarquer en dernier. D'abord, tu ne perds pas de temps à faire la queue. Ensuite, il y a moins de gens sur la passerelle et dans l'allée. Et tu passes finalement moins de temps dans l'avion. De toute façon, personne ne va prendre ta place, tu sais. Cependant, il y a une exception. Si tu as un bagage à main volumineux, il peut être plus judicieux de ne pas embarquer en dernier. Sinon, il y a de fortes chances que tout le compartiment à bagages soit occupé avant que tu arrives à ton siège. Ton bagage pourrait alors se retrouver dans une autre partie de l'avion et tu devras attendre que les autres passagers débarquent avant de pouvoir le récupérer. Flûte! Avant le décollage et l'atterrissage, les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes. Cela l'empêche de s'ouvrir quand elle n'est pas censée le faire. Avec la même facilité, un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur. Il suffit de soulever le panneau toilette et de mettre la poignée en position déverrouillée. Les pilotes ne se soucient pas franchement des turbulences. C'est parce qu'ils savent qu'il existe une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence. Les courants ascendants. Dans la plupart des cas, les turbulences te font chuter de quelques mètres seulement, même si tu as l'impression de tomber de l'Empire State Building. Si la turbulence est suffisamment forte pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Mais en fait, les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares. Un courant ascendant, lui, est une grande masse d'air, faisant partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut. Or, les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar la nuit. Et lorsqu'un avion en rencontre un, c'est comme s'il roulait sur un énorme dodan à 800 km/h. Un courant ascendant est également extrêmement dangereux, car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes dangereuses. Les avions modernes sont équipés d'un système spécial qui détecte les autres avions, les montagnes et différents objets solides sur leur trajectoire. À 16 km d'un autre avion, et une voix dans le cockpit commence à répéter « Trafic, trafic ». 8 km de plus et la même voix commence à donner des instructions aux pilotes. Les avions peuvent fonctionner avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Une panne simultanée des deux moteurs est presque impossible à imaginer. Mais dans ce cas, un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre. Les pilotes auraient jusqu'à 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir. La façon dont la cabine est pressurisée a un effet important sur tes papilles gustatives. Tu perds jusqu'à 30% de ta capacité à goûter les choses sucrées et salées. En d'autres termes, ce n'est pas que les aliments servis dans les avions ne sont pas goûteux, mais tu ne ressens pas leur saveur.
C'est aussi la principale raison pour laquelle les sociétés de catering des compagnies aériennes ajoutent du sel et des épices aux plats qu'elles préparent. Mais tu sais ce qui pourrait t'aider ? Des écouteurs anti-bruit. Pour une raison mystérieuse qui a probablement une explication scientifique, le fait de couper tout le bruit environnant peut aider tes papilles gustatives. Chacun de ces dings que tu entends pendant le vol a aussi sa propre signification. Dans la plupart des compagnies aériennes, un boom peu après le décollage indique que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. 3 dings consécutifs signifient qu'il y a plus d'urgence qu'un seul. Une sonnerie aiguë informe les membres de l'équipage que leurs collègues ont besoin d'eux dans une autre partie de l'avion. 3 sonneries basses signifient qu'il y a de sérieuses turbulences à venir. Les membres de l'équipage sont censés ranger les chariots de repas, prendre place et attacher leur ceinture. Si tu es un passager nerveux, choisis un siège au milieu de la cabine. Les turbulences affectent principalement les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale qui se trouve au-dessus des ailes ne tremble pas autant. Les pilotes et les copilotes prennent des repas différents. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les 2 pilotes mangent le même plat et qu'ils aient une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des 2 ne sera capable de contrôler l'avion. S'ils veulent toujours avoir le même plat et ne veulent pas accepter de prendre autre chose, il y a un filet de sécurité. Les pilotes ne prennent pas leur repas en même temps. Si un pilote a mangé le plat et se sent toujours bien plusieurs heures plus tard, l'autre pilote peut lui aussi prendre son repas. Que dirais-tu si on te demandait quel est l'endroit le plus dégoûtant dans un avion ? Non, ce n'est pas le siège des toilettes. Ce n'est même pas dans les toilettes. Les hôtesses de l'air recommandent de faire particulièrement attention aux appuis-têtes, aux pochettes des sièges, aux tablettes et aux ceintures de sécurité. Des expériences ont montré qu'un tiers de toutes les ceintures de sécurité sont couvertes de champignons et de moisissures. La plupart des tablettes sont couvertes de bactéries. Les poches des sièges sont également très sales. Mais les appuis-têtes sont les plus sales de tous. Dans la plupart des cas, les agents de bord n'ont pas le temps de les changer ou de les désinfecter entre les vols. Si le commandant de bord annonce qu'il est en train de terminer des formalités administratives, cela signifie qu'il est occupé à réviser l'itinéraire du vol ou à attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol. Il s'agit d'un journal qui contient le compte-rendu officiel d'un voyage. Certains avions, en particulier les longs courriers, disposent de chambres secrètes où les membres d'équipage peuvent se reposer. Ces chambres, appelées compartiments de repos de l'équipage, sont situées à l'arrière de l'avion ou derrière le cockpit. Un tel compartiment peut compter jusqu'à 10 lits confortables où les agents de bord peuvent se reposer. Les fenêtres de l'avion sont fabriquées en plexiglas super résistant qui peut supporter facilement des vitesses élevées. Les vitres ont une forme spéciale, de sorte que la pression élevée à l'intérieur de la cabine les pousse contre le fuselage de l'avion. En d'autres termes, les fenêtres d'avion ont vraiment très peu de chances de se casser. Autrefois, les fenêtres d'avion étaient carrées, mais la pression s'accumulait dans les coins de ces fenêtres, ce qui en faisait des points faibles par excellence. Cela signifie que chaque fenêtre carrée avait 4 points faibles. Ils étaient donc susceptibles de s'écraser sous l'énorme pression des hautes altitudes. Heureusement, la conception de fenêtres d'avion incurvées a résolu ce problème une fois pour toutes. Cette forme répartit la pression et réduit la probabilité de fissures ou de tout autre dommage. Les avions sont régulièrement frappés par la foudre, au moins une fois par an ou une fois par 1000 heures de vol. De nos jours, c'est totalement sûr. La charge électrique traverse simplement la coque en aluminium de l'avion. Elle ne cause aucun dommage à l'avion. Mais savais-tu que les avions ne sont pas seulement frappés par la foudre, mais qu'ils la déclenchent également ? Lorsqu'un avion traverse un nuage, la friction entre son fuselage et l'air crée de l'électricité statique. Et parfois, cela peut provoquer des éclairs. Tout le monde aime les vacances, mais décider quoi mettre dans ta valise peut être une tâche décourageante, surtout quand tu es limité par le poids et l'espace. Sans compter que tu feras probablement quelques achats de souvenirs pendant ton aventure loin de chez toi. Tu auras donc besoin d'un espace supplémentaire à ton retour pour tous ces objets. Accumuler trop de poids ou de volume peut finir par te coûter cher auprès de la compagnie aérienne si tu n'es pas correctement préparé. Mais tu peux maintenant te détendre et te concentrer sur la réservation de tes vacances. Nous nous occupons de la partie bagages avec ces conseils pratiques de voyage. Il ne fait aucun doute que tes vêtements vont occuper la majeure partie de ta valise.
Sachant que la plupart des compagnies aériennes autorisent un bagage pour la plupart des vols courts et jusqu'à 2 bagages pour les vols longue distance. Cela ne te laisse pas beaucoup d'espace si tu prévois d'être à la mode pendant ton escapade, surtout en hiver. Cependant, cela ne signifie pas non plus que tu doives remettre tes sous-vêtements à l'envers pour les utiliser plus d'une fois. La clé ici est d'être astucieux avec la façon dont tu ranges ta valise. Tout d'abord, tu peux réfléchir à la façon dont tu vas plier tes vêtements. La méthode la plus efficace pour faire entrer ta garde-robe dans une valise est de rouler chaque article. Pense à tes vêtements comme à ces sacs de couchage que tu emportais pour aller faire du camping. Ils semblaient toujours trop épais pour leur housse compacte, mais avec de la persévérance, tu réussissais à les enrouler suffisamment serrés pour qu'ils tiennent à l'intérieur. Tu n'as même pas besoin de forcer autant avec tes vêtements, mais le même principe s'applique ici. Commence par plier soigneusement tes chemises, tes pantalons et tout ce que tu prévois d'emballer, comme tu pourrais les trouver dans un magasin de vêtements. Puis lorsque tu les as mis dans une forme relativement rectangulaire ou carrée, roule-les bien serrés. Maintenant que tu as tes petites bûches de vêtements, commence à les emballer dans ton sac. Et voilà, tu as de l'espace supplémentaire. Voici une expérience que nous avons tous vécue en arrivant sur notre lieu de vacances. Nous laissons tomber notre valise sur le lit de l'hôpital, nous l'ouvrons pour découvrir tous nos vêtements déroulés et éparpillés comme si une tornade avait traversé notre valise. Ton bagage a fait un voyage difficile de chez toi à ta destination de vacances. Il a été traîné dans les terminaux d'aéroport, ballotté par les bagagistes et balancé d'avant en arrière pendant les turbulences en vol. Un simple article de papeterie qui n'est autre que les élastiques t'aidera à garder tes vêtements bien rangés. Maintenant que tu les as enroulés, mets quelques élastiques tout autour pour les empêcher de se déplier. Voici une astuce particulièrement utile si tu veux rouler une tenue en un seul morceau. Tu as peut-être un ensemble en jean que tu as hâte de porter lors de ton escapade. Plie tes vêtements comme précédemment, puis superpose les différents éléments de ta tenue idéale. Roule-les comme un tout, puis utilise les élastiques pour les maintenir ensemble. Tu peux prévoir tes tenues de chaque jour avant même de monter dans l'avion. Toutefois, tu préfères peut-être plier certains vêtements, surtout les chemises élégantes et les pantalons de travail. Heureusement pour toi, nous avons une astuce pour cela aussi. Au lieu de plier chaque article individuellement, étale-les tous les uns sur les autres. Commence par tes chemises et tes hauts en alternant un à l'endroit et un à l'envers et en gardant le col de tes chemises au centre. Passe ensuite aux pantalons et aux articles plus petits jusqu'à ce qu'ils soient tous disposés à plat. Essaye de garder tes pantalons au milieu. Enfin, commence à plier tes articles sur eux-mêmes, les chemises créant la couche extérieure jusqu'à ce que tu obtiennes un joli paquet soigné comme un cadeau. Tu devrais pouvoir placer ton paquet bien droit dans ton sac. Tu veux gagner encore plus d'espace dans tes bagages? Au lieu de mettre tes sous-vêtements et tes chaussettes dans leur propre section, essaye de les placer dans les espaces et les interstices disponibles dans le reste de tes affaires. Si tu prévois d'emporter une casquette par exemple, l'intérieur de ton couvre-chef est un excellent espace pour ranger tes chaussettes. Cela s'applique aussi à d'autres petits articles, comme les chargeurs et les cravates. Mais n'oublie pas que tu peux aussi poser tes cravates et tes ceintures à plat sur les vêtements dans ta valise pour gagner de la place. Et si tu es vraiment limité par la taille du bagage, disons que tu n'as qu'un bagage à main pour un voyage de 2 semaines, voici une autre méthode. Procure-toi des sacs de compression pour ranger tes vêtements. Ces sacs permettent de compacter plusieurs ensembles de vêtements dans la taille d'une petite pochette d'ordinateur portable. Plie les vêtements que tu as l'intention d'emporter et range-les dans le sac de compression. Tu devrais pouvoir y mettre 8 à 10 vêtements standards ou quelques vêtements encombrants. Une fois que tu as rempli le sac, ferme-le et expulse l'air par la valve de pression unidirectionnelle intégrée. Le moyen le plus simple de le faire est de le rouler. Tu sais comment faire maintenant, ou d'appuyer dessus avec tes genoux. Tu devrais pouvoir faire entrer 2 à 4 de ces sacs de compression dans un bagage à main standard, ce qui est particulièrement utile si tu veux économiser de l'argent en évitant les bagages enregistrés. Tu peux emporter encore plus de vêtements à bord avec toi si tu les mets dans une tête d'oreiller. Le plus beau dans cette astuce est que cela te servira aussi d'oreiller confortable sur lequel tu peux reposer ta tête pendant le vol. Si tu as un peu plus d'espace à disposition, les cubes d'emballage sont un autre excellent moyen de garder tes affaires organisées. Ce n'est peut-être pas aussi efficace en termes d'espace que les sacs de compression, mais beaucoup de voyageurs les préfèrent à un emballage plus ordonné. Tu peux les diviser par tenue ou type de vêtements, par exemple un pour les pantalons et un pour les hauts. Tu peux facilement acheter des cubes d'emballage sur la plupart des sites de vente en ligne et dans les magasins de voyage et de camping. Il existe aussi des cubes d'emballage spécialement conçus pour une ou plusieurs paires de chaussures.
C'est un excellent moyen de compacter l'espace que tes chaussures prendraient autrement dans tes bagages et d'empêcher tes vêtements propres d'entrer en contact avec elles. Personne ne souhaite que ses vêtements sentent les pieds, n'est-ce pas? Si tu as encore du mal à emporter tous tes articles dans ta valise, il existe quelques autres astuces que tu peux utiliser pour obtenir ce petit espace supplémentaire sans coût additionnel. La plus évidente est d'utiliser ton propre corps avec la technique des couches. Choisis tous les articles encombrants et porte-en autant que tu peux sur toi. Tu peux essayer de porter un short sous ton pantalon ou plusieurs couches de tes vêtements d'hiver, comme ton pull, ta veste et ton manteau superposés les uns sur les autres. Tu vas peut-être transpirer un peu, mais la plupart des aéroports et des avions sont bien climatisés et tu peux toujours te débarrasser de quelques couches une fois que tu as embarqué dans l'avion. Au moins, tu auras des vêtements chauds dans lesquels te blottir si tu as froid pendant le vol. Si tu ne veux pas porter toutes ces couches, il existe un autre type de sac que tu peux emporter gratuitement dans l'avion. Procure-toi un ou plusieurs sacs Duty Free dans l'un des magasins de l'aéroport. Tu peux même les garder pour la prochaine fois. Range tous tes articles supplémentaires dans ton sac Duty Free et emporte-le sur ton vol sans frais supplémentaires. Cela vaut aussi la peine de réfléchir au type de bagage que tu utilises et surtout à son poids. Beaucoup de gens oublient que le poids standard de 7 kg autorisé par la plupart des compagnies aériennes comprend le poids de leur bagage à vide. Or, ce bagage peut souvent peser jusqu'à 2 à 3 kg, soit une grande partie du poids autorisé rien que pour le contenant. Alors, quand tu achètes ton bagage, prends en compte son poids. En choisissant un sac plus léger, tu auras plus de poids pour les articles que tu veux emporter. Tiens-toi à certains de ces conseils pratiques et tu ne manqueras pas d'espace ni d'argent pour tes vacances. Bon voyage! Les aéroports font partie des endroits les plus visités et en même temps les plus mystérieux qui soient. Découvrons ce qui s'y passe en coulisses et quels sont les secrets qu'ils cachent. Certains aéroports emploient des personnes spéciales appelées profileurs. Ces personnes donnent vie à un programme appelé SPOT, Screening Passengers by Observation Technique, qui pourrait se traduire par analyse des passagers par l'observation. Ils analysent leurs gestes et leurs comportements afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, les personnes qui se mordent les lèvres, se grattent compulsivement ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne agit de façon inhabituelle, il peut la soumettre à une inspection au cours de laquelle il va l'interroger afin d'en savoir plus sur elle et de confirmer ou non ses soupçons. Les agents de l'aéroport peuvent aussi te surveiller tout au long de ton cheminement entre le contrôle de sécurité et ta porte d'embarquement. Certains aéroports disposent de scanners de reconnaissance faciale qui peuvent facilement te suivre à la trace. Ils sont équipés d'un logiciel spécial qui compare le visage des passagers avec leurs documents d'identité. N'oublie pas que si tu ne recharges pas ton ordinateur portable avant le vol, il peut être confisqué. Il n'est pas rare qu'un agent de sécurité te demande d'allumer ton appareil pour le vérifier. Si tu ne le fais pas, ton gadget peut être emporté pour un contrôle supplémentaire. Pour des raisons de sécurité, il est crucial de s'assurer qu'il n'a pas été trafiqué ou modifié d'une manière qui pourrait causer des dommages pendant le vol. Emporter une brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré peut attirer des ennuis. Les brosses de certains fabricants contiennent des piles au lithium, et celles-ci peuvent entraîner de graves problèmes en vol. C'est pourquoi laisser ta brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré n'est pas une option. Mais tu peux la mettre dans ton bagage à main. Et si elle fonctionne avec des piles standards, tu peux la mettre où tu veux. Tous ceux qui ont déjà pris l'avion connaissent la règle de l'interdiction des liquides. Mais tout le monde ne sait pas que cette règle s'applique aussi au beurre de cacahuète, au dentifrice, aux crèmes, aux lotions, au maquillage liquide, aux lampes à lave, aux boules à neige, à certains types de médicaments, aux déodorants et même aux semelles de chaussures en gel. Maintenant, intéressons-nous aux pistes d'atterrissage. Les aéroports font payer aux compagnies aériennes d'énormes redevances pour atterrir sur leurs pistes certains jours et à certaines heures. Mais le plus intéressant, c'est que ces créneaux peuvent être échangés. Par exemple, en 2016, Oman Air a payé à Air France environ 75 millions de dollars pour un créneau d'arrivée tôt le matin à l'aéroport de Londres Heathrow. Tu as d'ailleurs probablement remarqué que les prix des billets d'avion ont augmenté au cours de la dernière décennie. C'est à cause des prix extrêmement élevés des créneaux d'atterrissage. Les régulateurs de vol ne contrôlent pas seulement les avions dans le ciel, comme on le voit souvent dans les films, mais ils s'occupent aussi de leurs mouvements au sol. Ils contrôlent également l'éclairage des pistes. Il existe 3 types de contrôleurs aériens, en route, terminal et tour.
Chacun de ces contrôleurs a son propre domaine de responsabilité. Un régulateur dispose d'environ 5 écrans et les informations qui y figurent changent constamment, car les écrans affichent les conditions météo et des informations sur les autres avions. Si tu te présentes au contrôle de sécurité et qu'on découvre que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main, ne t'inquiète pas, tu as encore une chance de sauver ton couteau suisse préféré. Certains aéroports disposent de services postaux et tu pourras envoyer tes affaires à l'adresse que tu veux. En revanche, les frais d'envoi sont assez élevés et certains articles sont interdits d'expédition. Les aéroports peuvent rapidement revendre ton bagage perdu. Bien sûr, tu as une chance de récupérer ta valise qui a voyagé vers une autre destination. Mais il est tout aussi probable que tu ne la revoies plus jamais. Les aéroports ont le droit de vendre les objets perdus lors d'une vente aux enchères. La plupart des aéroports organisent chaque année une vente de bagages perdus. Après avoir payé un droit d'entrée, tu peux enchérir sur des appareils électroniques, des vêtements, des sacs et d'autres objets. Il se peut que tu voyages sur le même vol qu'une star, mais tu ne le sauras pas. Les grands aéroports ont des procédures d'enregistrement et de sécurité séparées pour les célébrités. Elles montent souvent à bord de l'avion directement par une porte cachée située à côté de la passerelle. Certaines compagnies aériennes utilisent également des véhicules privés pour transférer les passagers VIP du terminal à l'avion. La plupart des passagers arrivent à l'aéroport bien à l'avance. Et l'activité la plus populaire en attendant un vol est de se promener dans la zone duty-free. Et même si les gens prévoient rarement d'y acheter quoi que ce soit, plusieurs produits finissent par se retrouver dans leur panier. C'est parce que beaucoup d'aéroports sont conçus d'une manière spéciale qui permet aux gens de se sentir détendus et à l'aise. Il y a de grandes baies vitrées, beaucoup de lumière et des fauteuils confortables. Or, statistiquement, les passagers détendus sont 10% plus enclins à dépenser de l'argent dans les magasins, les boutiques hors taxes et les cafés et restaurants. Les concepteurs d'aéroports réfléchissent beaucoup à leur aménagement. Cela permet d'assurer une circulation fluide des voyageurs. Et le point principal ici est une navigation facile qui les empêche de se perdre. Ils y parviennent grâce à des indices subtils mais très efficaces. Le fait de placer des zones hors taxes entre les points de contrôle de sécurité et les points d'embarquement est l'un d'entre eux. Elles sont censées t'aider à te détendre après avoir passé les contrôles de sécurité et te conduire là où tu dois aller. Le restaurant d'un chef célèbre à l'aéroport ne sera peut-être pas aussi bon que si tu te rendais dans un vrai restaurant. Ce ne sont pas les chefs eux-mêmes, mais des sociétés de restauration spéciales qui sont responsables des points de vente dans les aéroports. L'une des raisons de la moins bonne qualité des aliments est la sécurité extrêmement stricte qui entoure les livraisons dans les aéroports, y compris pour la nourriture. Tu pourras toujours manger un bon repas, mais ce ne sera pas la même chose. Maintenant, parlons d'une autre façon dont les aéroports te manipulent pour te faire dépenser ton argent. Ils te font traverser les magasins duty-free rutilant directement après le contrôle de sécurité. Mais le plus curieux, c'est que l'allée qui traverse ces magasins est généralement orientée vers la gauche. C'est parce que la plupart des gens sont droitiers. Cela signifie qu'ils utilisent leur bras droit pour tirer leurs bagages et qu'ils ont tendance à regarder vers la droite lorsqu'ils traversent les magasins. Lorsque la zone duty-free s'incurve vers la gauche, il reste plus d'espace sur la droite, là où les passagers ont le plus tendance à regarder. As-tu déjà remarqué le nombre de miroirs dans les aéroports ? Ils sont placés stratégiquement pour faire paraître les aéroports plus grands et créer une illusion d'espace. Cela contribue à réduire le sentiment de claustrophobie et rend l'expérience de l'aéroport plus agréable pour les voyageurs. Si tu as le choix, n'échange pas d'argent liquide à l'aéroport. Tu n'y obtiendras jamais un bon taux. Ceux qui n'ont pas acheté de monnaie locale à l'avance peuvent en commander en ligne et la récupérer à l'aéroport. Certains services n'ont besoin que de quelques heures de préavis pour une telle commande. Ou alors, il peut être encore plus judicieux de retirer de l'argent dans un distributeur à ta destination finale. As-tu déjà prêté attention aux codes des aéroports ? Les plus utilisés sont ceux à 3 lettres. Pourquoi 3 ? Dans les années 1930, aux États-Unis, les pilotes utilisaient les codes de ville à 2 lettres du service météo national pour se référer aux aéroports. Mais rapidement, le nombre d'aéroports dans le pays a dépassé le nombre de ces codes. C'est pourquoi les compagnies aériennes ont élargi ce système en ajoutant une 3e lettre. C'est ainsi que LA pour Los Angeles est devenu LAX. Mais même s'il ne devrait pas y avoir 2 aéroports avec le même code, certains de ces codes se ressemblent tellement que tu peux facilement les confondre. Par exemple, un aéroport au Bangladesh porte le code CGP, tandis qu'un autre en Argentine porte le code CPG.
Même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, ne te trompe pas de destination. De nombreux aéroports sont construits près de l'eau et il y a tout un tas de raisons à cela. Tout d'abord, la plupart des aéroports sont situés près des grandes villes et les grandes villes sont généralement construites près d'une étendue ou d'un cours d'eau. À l'époque, avant que les routes bitumées et les camions n'existent, les marchandises étaient transportées par bateau. Avoir un fleuve ou une mer à proximité était vital pour livrer les fournitures essentielles aux villes comme la nourriture et les matériaux de construction. Cela permettait aussi de faire du commerce afin de stimuler l'économie locale. Comme la plupart des gens se rendent dans les grandes villes pour les affaires et les vacances, plutôt que dans les zones rurales, il était logique de construire les aéroports dans ces endroits. La forte demande de voyage rendait les aéroports à la fois nécessaires et rentables. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils sont construits près de l'eau. Les grandes villes sont généralement très peuplées et les aéroports ont besoin d'immenses surfaces. Essaie de trouver un terrain suffisamment grand au milieu de la ville de New York pour y placer un aéroport. Ce serait pratiquement impossible. Les zones situées près de l'eau sont généralement un peu plus rurales. Il y a donc plus d'espace que dans les grandes villes remplies d'immeubles. Certains pays ont même poussé ce principe un peu plus loin. Les terres sont vraiment rares au Japon, alors pour construire l'aéroport international du Kansai, les architectes d'Osaka se sont dirigés à 5 km au large dans la baie d'Osaka pour créer une île artificielle. Mesurant 4 km de long sur 2,5 km de large, elle est tellement vaste qu'on peut même la voir depuis l'espace. Il a fallu 38 mois pour achever la construction. Les voyageurs peuvent se rendre sur l'île principale de Honshu en voiture, en train ou en ferry à grande vitesse. L'aéroport international du Kansai a ouvert en 1994 et est devenu le premier aéroport au monde à être construit sur la mer. Malgré son emplacement, il possède le plus long terminal de la planète, avec une longueur d'un peu moins d'1,5 km. Les avions ne doivent pas non plus avoir d'obstacles autour d'eux lorsqu'ils atterrissent. Il serait vraiment difficile d'essayer de faire atterrir un avion avec des obstacles. Cela inclut les arbres, les montagnes, les bâtiments et les lignes électriques. Sur l'eau, rien n'empêchera les avions de décoller ou d'atterrir, ce qui rend les choses beaucoup plus sûres. Sur les îles montagneuses, les pistes sont souvent parallèles à l'océan, car les montagnes se trouvent à l'intérieur des terres, comme par exemple à l'aéroport de Gran Canaria, situé sur l'une des îles Canaries. Cela s'explique aussi par des raisons de sécurité. Si un avion doit annuler son atterrissage sur la piste et refaire un tour, il doit y avoir suffisamment de place pour qu'il puisse le faire en toute sécurité sans rien heurter. Il doit aussi être capable de remonter dans les airs à un angle sûr pour éviter de causer des problèmes aux passagers. Atteindre cette altitude de sécurité est beaucoup plus facile, rapide et sûr au bord de la mer par rapport aux grandes villes ou aux zones montagneuses. En parlant d'atterrissage raté, les pilotes sont formés pour faire face à une panne de moteur au décollage. Si un avion atteint la bonne vitesse pour décoller, il doit quitter la piste même si un moteur tombe en panne. Mais pas d'inquiétude, les avions peuvent toujours voler avec qu'un seul moteur. Cela demande juste un peu plus de concentration. En raison de la capacité réduite, il faut plus de temps pour atteindre la bonne altitude et il faut plus d'espace pour décoller. En décollant en direction de l'océan, il est plus facile de monter à une altitude sûre sans se soucier d'entrer en collision avec un quelconque obstacle. Une autre raison pour laquelle les aéroports sont construits au niveau de l'eau est que plus on monte en altitude, plus l'air se raréfie. Cela fait diminuer la poussée des moteurs ainsi que la portance générée par les ailes. Dans les régions plus élevées, il est plus difficile pour les avions de décoller. En termes financiers, cela signifie qu'il faudrait construire des pistes plus longues, ce qui coûterait plus cher, et personne ne souhaite cela. Au niveau de la mer, les avions ont besoin de moins de carburant car ils ne brûlent pas autant d'énergie au décollage. Et ils font aussi moins de bruit parce qu'ils ne poussent pas les moteurs à fond. Mais même si cela rend les avions moins bruyants, les aéroports ont tout de même des niveaux de bruit assez élevés. Imagine que tu entends des avions survoler ta maison pendant que tu essaies de t'endormir la nuit. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les aéroports sont généralement construits sur la côte, loin de toute zone résidentielle. Car les poissons ne sont généralement pas connus pour déposer de plaintes relatives au bruit. Dans certains pays, les aéroports doivent même fournir des améliorations pour les maisons du voisinage qui seront affectées par le bruit. L'Allemagne est l'un de ces pays et ils font tout, de l'amélioration des toits à l'ajout d'une isolation murale pour réduire les nuisances sonores. Construire près de la côte signifie qu'ils n'auront pas à payer pour toutes ces améliorations coûteuses, ce qui fait économiser beaucoup d'argent à l'aéroport. Les zones côtières présentent aussi des avantages météorologiques pour les vols. Les brises de mer sont des vents réguliers qui soufflent de l'eau vers la terre.
Les avions atterrissent et décollent généralement face au vent, ce qui en fait l'endroit idéal pour construire un aéroport, car il n'y aura pas de retard causé par des vents forts inattendus. Mais si les brises de mer qui viennent au printemps et en été sont formidables, les zones proches de l'eau peuvent être sujettes au brouillard en automne et en hiver, donc cela présente à la fois des avantages et des inconvénients. Toutefois, tous les aéroports ne se trouvent pas sur la côte, car elles posent aussi un certain nombre de problèmes. L'un des plus importants est celui des oiseaux. Nos amis à plumes adorent la côte, à cause de tous ces délicieux poissons qui y nagent. Mais ils peuvent causer de gros problèmes aux pilotes. Mais les aéroports parviennent à contourner ce problème en utilisant des tactiques d'intimidation. Les oiseaux n'aiment pas vraiment le bruit et les avions ne sont pas les objets les plus silencieux du ciel. Les aéroports produisent aussi des bruits forts et entraînent même des faucons pour abattre les oiseaux qui se trouvent sur leur chemin. Le risque le plus évident à construire près de la mer, cependant, est l'inondation. Les aéroports coûtent des sommes folles à construire et les avions ne sont pas bon marché non plus. En 2018, l'aéroport du Kansai a été inondé par le typhon Jebi. Ils ont dû annuler toutes les opérations pendant 2 jours et l'eau était si haute qu'elle a endommagé les moteurs des avions. Bien que les aéroports côtiers mettent en place des mesures pour se protéger des inondations, il est assez difficile de tout sauver d'un typhon. Avec la hausse du niveau des mers et l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes, ces inondations semblent d'ailleurs de plus en plus probables. Un quart des 100 aéroports les plus fréquentés du monde se trouvent à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, et 12 d'entre eux, dont ceux de New York, San Francisco et Shanghai, sont à moins de 5 mètres. Oups! Toute cette eau pose un autre problème. Si les avions dépassent la piste, ils n'ont nulle part où aller. Le dépassement de piste se produit principalement lorsque le pilote sous-estime la longueur de la piste et n'atteint pas la vitesse de décollage à temps. Il y a généralement des plaques supplémentaires de béton ou d'herbe sur lesquelles l'avion peut encore rouler lorsque les aéroports sont sur la terre ferme. L'avion serait un peu endommagé dans ce cas, mais rien de grave. Mais avec les aéroports côtiers, l'avion peut se retrouver directement dans l'eau. Heureusement, il existe une nouvelle technologie qui vise à empêcher que cela ne se produise. Ces nouveaux systèmes permettent aux pilotes de renseigner tous les paramètres de vol, y compris les conditions météorologiques qui pourraient affecter le décollage. Le système calcule ensuite la longueur de piste dont l'avion aura besoin pour s'arrêter. De nombreux aéroports ont également ajouté du béton mou à l'extrémité des pistes pour éviter une catastrophe aquatique. Lorsque l'avion glisse sur ce béton mou, il se retrouve bloqué et cela l'empêche de rouler trop loin. La construction d'aéroports à côté de l'eau pose aussi des problèmes financiers. La location de terrain près de la côte ou des lacs est généralement plus coûteuse que sur le continent en raison de la demande. Par exemple, 40% de la population américaine vit sur la côte, bien que les zones côtières ne représentent qu'environ 10% de la masse terrestre totale des États-Unis. Les aéroports ont besoin d'un terrain plat pour être construits, mais ce n'est pas toujours facile à trouver, et les terres côtières peuvent poser des problèmes particuliers en raison du sable et des marécages. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. L'un des aéroports les plus célèbres du monde, l'aéroport JFK de New York, a été construit sur des marécages. Le terrain était beaucoup moins cher que d'habitude, et les marais ne peuvent pas vraiment être utilisés pour grand-chose. Bien sûr, cela a coûté beaucoup d'argent de rendre le sol apte à transporter de lourdes charges, mais tout cela a été réglé. Trouver une zone aussi grande près de l'une des plus grandes villes du monde a été une chance, même s'il s'agissait de marais. Tout d'abord, tu sais probablement déjà qu'il y a des microbes partout et qu'il est impossible pour les humains de s'en débarrasser. Ces minuscules créatures renforcent notre système immunitaire. Notre organisme apprend à se protéger en étant constamment confronté à des bactéries. Ne t'inquiète donc pas trop de ce qui va suivre, d'accord ? Bienvenue dans l'un des endroits préférés des bactéries et des microbes, les chambres d'hôtel. Oui, elles semblent si propres, mais à certains égards, elles sont plus dangereuses qu'une déchetterie. Où tout est sale et où tu as peur de toucher quoi que ce soit. Mais la saleté des chambres d'hôtel est invisible. Les microbes t'y attendent de pied ferme, et il y en a beaucoup. Les premiers soucis apparaissent déjà dans l'ascenseur. Ces boutons fourmillent de bactéries diverses. Supposons qu'ils ne soient jamais désinfectés. Ils deviendraient alors le théâtre d'un combat mortel entre des milliards de microbes. Jette un coup d'œil à un immeuble d'habitation ordinaire. Il y a là aussi des ascenseurs. Ses habitants se transmettent toujours les mêmes microbes en appuyant sur les boutons. Leur corps s'y habitue et développe rapidement d'efficaces défenses. Mais dans les hôtels, les résidents changent souvent.
Une personne venant de tel ou tel pays chaud pourra transmettre une bactérie qui rendra malade une personne venue d'un pays froid. Après avoir touché ces boutons, il est donc recommandé de se laver les mains soigneusement. L'ascenseur s'ouvre et tu te diriges vers ta chambre. Attention, il y a un autre danger juste devant toi. Tu vois la poignée de la porte ? Elle est aussi couverte de microbes. Combien de personnes l'ont touchée avant toi ? Quand a-t-elle été nettoyée pour la dernière fois ? Sais-tu pourquoi elle est plus dangereuse qu'un siège de toilette ? C'est que les microbes s'accumulent sur nos mains. Lorsque nous ne les lavons pas, nous transférons des bactéries d'un endroit à un autre en touchant les surfaces de différents objets. Le mieux est donc de toucher cette poignée avec la même main que tu as utilisée pour appuyer sur le bouton dans l'ascenseur. Dès que tu entres dans la chambre, lave-toi les mains. La bonne nouvelle, c'est que le personnel de l'hôtel nettoie beaucoup mieux les salles de bain que le reste de la chambre. Tu es donc un peu plus en sécurité ici. Mais regarde quand même les coins et les carreaux de cette pièce. Si tu vois des taches noires quelque part, cela signifie qu'il y a de la moisissure. Elle peut provoquer des réactions allergiques, écoulement nasal, irritation des yeux, etc. Elle peut même être assez dangereuse, mais le personnel des hôtels est en général très vigilant. Il est donc peu probable qu'il y en ait dans ta chambre, à moins qu'il ne s'agisse d'un hôtel bon marché. Mais tu fais attention, n'est-ce pas ? Au fait, savais-tu qu'il y a plus de germes sur le papier hygiénique que sur les sièges des toilettes ? C'est donc une erreur de couvrir la lunette de papier avant de t'asseoir. D'abord, de nombreuses personnes l'auront touché et y auront déposé des bactéries. Ensuite, de petites éclaboussures viennent salir le rouleau quand on tire la chasse. Les microbes se sentent plus à l'aise sur du papier que sur les surfaces lisses. Tu devrais donc perdre cette habitude. Mais si le rouleau est protégé par un couvercle de métal ou de plastique, il y a de bonnes chances qu'il soit à l'abri des microbes. Après avoir fait tes besoins et t'être lavé les mains, 2 options s'offrent à toi. T'essuyer avec une serviette en papier ou utiliser un sèche-mains. Dans un cas comme dans l'autre, tu n'échapperas pas aux germes. Mais si tu utilises le sèche-mains, les bactéries voleront dans toute la pièce. Il vaut donc mieux prendre une serviette. En sortant des toilettes, ne crois pas que tes ennuis sont terminés. Les microbes ne sont pas tous inoffensifs. Certaines des bactéries les plus courantes dans les hôtels provoquent des infections intestinales. Si tu ne veux pas passer le reste de tes vacances à côté ou sur les toilettes, prépare-toi à combattre des colonies de minuscules parasites. La première chose à faire est de laver les verres et les tasses avec du savon. Certains voyageurs apportent leur propre tasse et c'est une bonne idée. Ensuite, regarde autour de toi et demande-toi, quels sont les endroits que les gens touchent le plus ? Il s'agit de la télécommande, de la cafetière, du réfrigérateur, des poignées, des tables, du sèche-cheveux et des fenêtres. Détends-toi, tu n'as pas besoin de faire le ménage à la place du personnel. Il te suffira d'avoir des lingettes désinfectantes. Essuie la surface de tous ces objets. Peut-être t'inquiètes-tu inutilement, cet hôtel veille sans doute attentivement à la propreté des chambres. Ou peut-être pas. Tu peux aussi demander que ta chambre soit à nouveau nettoyée. Tu as donc essuyé toutes les surfaces et tu t'es mis au lit épuisé. Malheureusement, tu n'es pas le seul sur ce moelleux matelas. Des millions de bactéries te tiennent compagnie. Bien sûr, le lavage des thés d'oreiller et du linge de lit détruit les germes, mais qu'en est-il du couvre-lit ? Il est fort probable que personne ne le lave. Éliminer les germes sur du tissu est difficile, tu vas donc probablement devoir t'en accommoder. Mais ce qui est inacceptable, ce sont les punaises de lit. Si tu remarques des taches sombres sur ton matelas, il s'agit très probablement de résidus déposés par ces parasites. Tu n'as pas faim, n'est-ce pas ? Je ne voudrais pas te couper l'appétit. Et il peut y avoir des punaises cachées dans le matelas. Elles peuvent y dormir pendant des mois et se réveiller un jour pour assouvir leur faim. Pendant que tu te reposes, elles sortent et te piquent les jambes. Si tu remarques de petites taches rouges sur ta peau, c'est que des punaises t'ont fait des bisous. La piqûre de ces insectes n'est pas dangereuse. Certaines personnes peuvent avoir une légère réaction allergique, une irritation de la peau. Mais le problème, c'est que des punaises pourront s'introduire dans tes vêtements ou tes bagages et que tu risques de les ramener chez toi. Elles se multiplient rapidement. Alors, si tu ne veux pas en adopter toute une colonie, lave tes vêtements et tes bagages et prends une douche. Mais avant, demande au directeur de l'hôtel de te rembourser. Des punaises de lit, c'est inadmissible.
Même si ta chambre est d'une propreté irréprochable, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de punaises. Les clients précédents en auront peut-être apporté. Mais il n'y a pas de taches noires sur ton lit et tu as nettoyé toutes les surfaces à risque. C'est bon, tu es en sécurité. Enfile quand même des pantoufles ou des chaussettes épaisses, car le sol peut lui aussi être assez sale. Tu passes plusieurs nuits à l'hôtel et tu retournes enfin dans un endroit propre et sûr. Ta maison. Malheureusement, il peut là aussi y avoir de nombreux microbes. Tu aimes t'amuser avec tes amis en jouant à des jeux vidéo ? Te souviens-tu de la dernière fois que tu as nettoyé ta manette de jeu ? Tous tes amis l'ont tenue dans leurs mains et ils y ont déposé tous leurs microbes. Ta planche à découper. Comment la laves-tu ? Il ne suffit pas de l'asperger d'eau, surtout si tu coupes de la viande et des légumes. Tu peux couper de la courge et ces germes resteront collés à la surface. Ensuite, tu laves rapidement la planche et tu la remets en place. Mais les germes n'ont pas disparu. Ils sont toujours bien accrochés, attendant que tu coupes du pain. Ils sauteront sur tes tartines et se retrouveront dans ton estomac. Tu as encore faim ? Un autre endroit dangereux est ton éponge à vaisselle. Même si tu utilises un bon détergent, les germes s'y accumulent toujours. La meilleure façon de s'en débarrasser est de changer d'éponge une fois par semaine. Et maintenant, voici le paradis des bactéries. Un endroit où la température est idéalement froide et où il y a beaucoup d'aliments, des plus frais aux plus avariés. C'est ton réfrigérateur. Tu y mets des produits que tu ramènes du supermarché. Des centaines de personnes les auront peut-être touchés, y déposant des milliers de germes. Par conséquent, n'oublie pas de laver souvent ton réfrigérateur. Et aussi, éloigne toute viande des produits emballés. Les microbes sur un steak saignant se multiplient rapidement. Tout ce que je t'ai dit commence peut-être à te préoccuper. Si c'est le cas, souviens-toi du conseil que je vais maintenant te donner. Tu auras beaucoup moins de problèmes si tu portes une culotte bavaroise de temps en temps et que tu te laves régulièrement les mains. Vérifie dans le coin, sous le lit. Attends, qu'est-ce qui se cache ici ? Les hôtels sont censés être ton chez-toi, loin de chez toi. Mais sais-tu quel secret ils recèlent ? Voici ce qu'aucun membre du personnel ou responsable ne te dira jamais. Certains propriétaires d'hôtels sont très superstitieux à l'égard du chiffre 13, ou bien ils estiment que les clients pourraient l'être. Quoi qu'il en soit, il se peut que la chambre 13 ou que le 13e étage tout entier ait complètement disparu. En Extrême-Orient, il en va de même pour le chiffre 4. Tu peux facilement obtenir un surclassement sans frais supplémentaires si tu fêtes un anniversaire ou un mariage. Il suffit d'appeler à l'avance et de les prévenir de l'événement à venir. Tu vérifies peut-être le lit pour voir s'il y a des taches ou des insectes, mais tu oublies probablement la chose la plus sale de la chambre, la télécommande de la télévision. Elle n'est pas désinfectée entre chaque réservation. Mets-la dans un sachet en plastique avant de l'utiliser. Il y a plein d'autres choses sales dans cette chambre, mais nous en parlerons plus tard. Chaque hôtel a un endroit où le service d'entretien range les objets oubliés. Les objets les plus fréquemment perdus sont les chargeurs de téléphone, mais des découvertes plus intéressantes ont été faites. Des fausses dents, des yeux de verre et même des boîtes d'asticots. Si personne ne vient chercher ces étranges trésors après 5 ou 10 ans, oui, ils sont assez gentils pour attendre, les membres du personnel de chambre tirent au sort les objets perdus entre eux. Certains hôtels de luxe peuvent avoir des caméras cachées intégrées pour des raisons de sécurité. L'endroit le plus courant pour cela est le judas de la porte. Alors colle toujours un morceau de scotch ou de mastic sur celui de ta chambre. En revanche, il n'est pas normal qu'il y ait une caméra cachée dans la chambre elle-même. Pour le vérifier, éteins la lumière et allume la caméra frontale de ton téléphone. Scanne lentement la pièce. Ton appareil captera leur lumière infrarouge. Les endroits les plus courants sont près du lit et dans la salle de bain, alors vérifie bien ces zones. Les hôteliers laissent souvent leurs amis et leurs familles séjourner gratuitement, mais tu ne le remarques pas puisqu'ils partent généralement avant le début de la haute saison. Les employés et le personnel de ménage peuvent aussi bénéficier de certains avantages. Ils peuvent garder les serviettes, les pantoufles, les peignoirs et les shampoings. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les chaînes d'hôtels acceptent souvent que tu prennes certains objets dans la chambre. Articles de papeterie et de toilette, tasses à café, parapluies, tout ce qui porte leur nom et leur logo. Cela leur fait de la publicité gratuite lorsque tu emportes ces objets avec toi. Ces beaux fruits et légumes brillants près de l'entrée de l'hôtel-restaurant ne sont pas seulement une décoration.
Ils trompent ton corps de façon à ce qu'il se sente rassasié avant même que tu ne prennes ton assiette. Tu manges moins et l'hôtel économise de l'argent. Les hôtels peuvent te donner des flacons supplémentaires de gel douche ou d'autres articles de toilette, mais certains te font payer si tu as pris trop de nourriture au buffet du petit déjeuner. Et pour éviter de contrarier les cuisiniers avec la quantité de nourriture jetée, les hôtels de certains pays font payer à leurs clients tout ce qui reste non consommé dans l'assiette. Aucune chaîne d'hôtels ne te dira volontiers comment obtenir la plus grande réduction pour ton séjour. Donc si tu as un budget limité, fais une réservation après 18 heures. C'est à ce moment-là que le service commercial essaie de vendre toutes les réservations annulées à la dernière minute. Cela signifie souvent qu'il faut réduire le prix, parfois de moitié. Le premier dimanche du mois est le meilleur moment pour s'enregistrer. Les vacanciers partent, les voyageurs d'affaires ne sont pas encore arrivés, donc la plupart des meilleures chambres sont disponibles. Pour obtenir le meilleur choix, il existe un service spécial appelé rooming. Tu peux tout voir dans l'hôtel et choisir la chambre qui te plaît le plus. Il suffit de le demander au réceptionniste. Les hôtels ne te parleront pas volontiers de leurs autres services gratuits, à moins que tu ne le demandes. Les chargeurs de téléphone gratuits, les fers à lisser, les bouteilles d'eau et les jeux de société en font partie. Ils peuvent aussi commander un transfert pour toi, réserver des billets de concert ou de théâtre et te réveiller à une heure précise. Les hôtels peuvent te refuser à l'enregistrement, même si tu as payé ta réservation à l'avance. Ils peuvent parfois annuler ta réservation si tu ne te présentes pas avant une certaine heure. Si quelque chose te retient en chemin, appelle et préviens-les à l'avance. Et même si tu arrives à l'heure, on peut toujours te refuser une chambre. Cela arrive généralement lorsque l'hôtel est surbooké. Dans ce cas, ils peuvent te rediriger vers un autre hôtel. Encore plus surprenant, les chances que cela se produise dépendent de qui tu es. Les jeunes hommes célibataires, les couples et les groupes d'amis se feront davantage refuser qu'une famille ou une femme seule plus âgée. C'est parce que les premiers sont généralement plus flexibles face à un changement inattendu. Avant de te jeter sur le minibar, il vaut mieux vérifier si ces boissons sont scellées. Des employés d'hôtel racontent qu'il y a eu des cas où les clients ont fini toutes les boissons fournies, puis ont rempli les bouteilles avec de l'eau du robinet pour éviter de les payer. Les grandes chaînes ont souvent leurs propres transports spéciaux pour aller chercher des clients importants ou pour qu'ils puissent se déplacer en ville. Leurs propres taxis sont généralement moins chers que ceux de la ville, alors si tu veux économiser de l'argent, vérifie le coût de leur transport à la réception. Mais ne demande pas au réceptionniste de te recommander l'endroit où tu dois manger. Il t'indiquera un restaurant partenaire qui le rémunère pour les recommandations, même s'il est cher et mauvais. Les clients ne paient pas vraiment pour la chambre elle-même, mais pour l'emplacement de l'hôtel. La proximité de l'aéroport, de la plage, du centre-ville ou des sites célèbres te coûtera un montant supplémentaire. Oui, même s'il n'a pas d'étoiles et que les équipements ne sont pas de grande qualité. Réfléchis à 2 fois avant de confier tes clés au voiturier. Il y a eu des cas où des employés d'hôtel ont pris une voiture haut de gamme pour une petite virée et se sont filmés dedans. Une personne célèbre pourrait séjourner dans la chambre juste à côté de la tienne. Personne ne le saurait, puisqu'ils peuvent utiliser des noms bidons pour dissimuler leur identité. Mais pour le reste d'entre nous, les gens ordinaires, ce n'est pas permis. Tu as demandé une chambre simple avec un grand lit et une belle vue sur la plage, mais tu as obtenu une chambre avec 2 petits lits et une superbe vue sur un mur de briques. Cela arrive souvent, mais ils sont censés t'offrir une réduction ou un service gratuit pour compenser la différence. Fais valoir ce droit si le réceptionniste ne te le propose pas. Le coffre-fort de ta chambre peut être tout sauf sûr. Si tu as des objets de valeur, demande à la réception de les mettre dans le coffre principal de l'hôtel. Cet endroit est généralement beaucoup plus sûr car tout le personnel n'y a pas accès. Même si les chaises et les canapés des hôtels ont l'air propres, attends d'en voir un au microscope. Ne t'assieds pas dessus sans avoir préalablement posé une serviette ou une couverture. Tu ne sais pas si le client qui t'a précédé n'a pas mis ses pieds dessus. Or, ces pieds sont certainement sales puisque les moquettes des chambres sont rarement nettoyées, ou peut-être une fois par an, voire moins. Donc ne marche pas dessus pieds nus. Et si tu utilises des pantoufles ou si tu gardes tes chaussures, assure-toi de les emballer lorsque tu les ranges dans ta valise avant de partir. Même chose avec le lit. Avant de t'allonger dessus, sache que le personnel de ménage lave sans doute les draps entre chaque client, mais pas ce grand et beau couvre-lit plein de germes. Ne touche pas non plus les verres. Même s'ils reçoivent un coup de chiffon, c'est probablement avec le même chiffon que celui utilisé pour nettoyer les autres surfaces. Pourquoi ? Parce que
Le personnel n'a que 20 à 30 minutes pour nettoyer complètement chaque chambre. Il doit donc le faire rapidement et non en profondeur. Les choses souvent oubliées sont les interrupteurs, les poignées de porte et de tiroirs, les télécommandes et assez ironiquement, ce sont les objets que l'on touche le plus souvent. Les experts ont découvert que ces objets recèlent autant de germes que les toilettes. La solution apporte toujours beaucoup de lingettes antibactériennes. Et si tu te renseignes sur les pratiques de nettoyage de l'hôtel, rappelle-toi, nettoyer ne veut pas dire désinfecter. Choisis soigneusement tes mots afin de ne pas permettre aux gérants de t'entourlouper. Les hôtels sont des lieux de passage très fréquentés. Pourtant, la propreté n'y est pas forcément une priorité. Il peut y avoir des punaises des lits et d'autres parasites qu'on ne remarque que lorsqu'il est déjà trop tard. Voici l'astuce. Quand tu arrives à l'hôtel et tu entres dans ta chambre, ne te précipite pas pour ouvrir tes valises et mettre tous tes vêtements dans les armoires ou sur le lit. Il vaut mieux d'abord laisser ses bagages dans la baignoire et examiner la chambre à la recherche d'éventuels parasites. Il faut contrôler tous les tapis, les tissus d'ameublement, coussins et toute autre surface qui attirerait ces petites bêtes. Une fois que l'enquête a été menée, on peut défaire ses valises. La baignoire est le meilleur endroit pour protéger ses affaires, parce que les insectes ne peuvent pas y survivre. Donc impossible qu'ils infestent tes bagages pendant que tu ne fais pas attention. D'ailleurs, il vaudrait mieux que tu te débarrasses de cette couette. Les draps ont beau être lavés régulièrement, ce n'est pas le cas des couettes. Dans certains hôtels, elles sont lavées une fois par semaine, et encore. Mais dans d'autres, elles ne sont pas lavées du tout. Pareil pour la literie. Les hôtels chics changent les draps tous les jours, mais beaucoup d'hôtels à petit prix ne changent ni les oreillers ni les draps lorsqu'un hôte s'en va. Il vaut mieux demander des housses d'oreiller propres dès son arrivée. Il vaut mieux aussi ne pas boire dans le verre de la salle de bain, car la plupart ne sont pas correctement lavés. Le personnel utilise parfois du désinfectant ou du nettoyant pour faire briller les verres. Tu t'es déjà demandé pourquoi ils n'utilisaient pas de drap housse dans les hôtels? C'est pratique pour la maison, mais pas vraiment pour les structures hôtelières. Les draps sont changés beaucoup plus souvent qu'à la maison et l'élastique s'use beaucoup trop vite. C'est aussi une galère de ranger les draps housses. Il faut toujours en avoir plusieurs de tailles différentes. Il est donc plus pratique d'utiliser 2 draps simples pour les lits doubles. En parlant de draps, tu as sûrement remarqué que dans les hôtels, la literie et les serviettes sont presque toujours blanches. C'est tout d'abord une question pratique. On peut tout laver ensemble et ajouter de l'eau de javel au cas où pour se débarrasser des taches. Mais c'est aussi une question de confort pour les usagers. Selon une enquête réalisée auprès de la clientèle des hôtels, le blanc est perçu comme une couleur fraîche et luxueuse qui rend le séjour plus agréable. Si une chambre d'hôtel semble avoir un prix trop modique, il faut se méfier. Il se peut que le tarif ne comprenne pas les frais de service. Si on paye sa chambre à l'avance, on paye tous les frais de séjour, à savoir le prix initial de la chambre au moment de la réservation et tous les frais supplémentaires, comme les frais de service. En décidant de payer à l'hôtel en fin de séjour, on peut faire face à des frais inattendus. Il vaut mieux bien lire l'addition. Tu as peut-être remarqué que dans certains hôtels, il y avait un téléphone dans la salle de bain juste à côté des toilettes. Ça peut paraître bizarre, mais c'est obligatoire pour les hôtels qui ont reçu 4 étoiles aux États-Unis. Et puis, finalement, ce n'est pas si absurde. Imagine que tu glisses et que tu tombes dans la salle de bain. Avoir un téléphone à portée de main pour appeler de l'aide, ce n'est pas si mal. Toujours concernant les salles de bain, il n'y a généralement pas de ventouse pour WC. C'est pour donner l'impression aux hôtes qui sont les premiers à mettre les pieds dans cette chambre. C'est une question de confort et c'est la priorité de tout hôtel qui se respecte. Selon des sondages anonymes, la présence d'une ventouse pour toilette donne l'impression qu'elle pourrait mal fonctionner et ça ne donne pas une très bonne image. Si les clés des chambres sont des cartes magnétiques, il ne faut pas les ranger à proximité de ton portable ou de ton portefeuille. Le problème, c'est que les cartes clés sont conçues pour être reconfigurées régulièrement de façon simple et rapide. Donc n'importe quel aimant un peu puissant, comme celui de ton téléphone, peut démagnétiser la carte de sorte que tu ne pourras plus ouvrir la porte de ta chambre. L'hôtel te donnera certainement une nouvelle carte, mais ça reste embêtant. Certains hôtels n'acceptent que la carte de crédit comme moyen de paiement. Sans carte de crédit, impossible de réserver une chambre ou de payer les services sur place. Réserver une chambre n'est que la première étape du séjour à l'hôtel.
On peut profiter de services comme le mini-bar qui seront facturés en fin de séjour. Si on n'a pas assez d'argent pour payer la facture sur sa carte de débit, l'hôtel n'a pas d'autre solution que d'entamer des poursuites judiciaires. Alors que si on paye avec une carte de crédit, tous les frais supplémentaires sont pris en charge par la banque et tout le monde est content. Les horaires d'arrivée et de départ des hôtels ne sont pas faits pour embêter les clients. Ils permettent aux hôtes de ne pas se croiser. Ils laissent aussi le temps au personnel de nettoyer la chambre et de la préparer en vue du prochain arrivant. L'heure de départ est généralement prévue entre 11h du matin et midi pour une question de confort. On peut prendre son petit déjeuner et se préparer tranquillement au départ. Dans certains hôtels, il n'y a pas de prise électrique à côté du lit. C'est un peu nul, non ? Tout est une question de date. De nombreux hôtels ont été construits avant l'invention de la démocratisation des portables. À l'époque, il n'y avait pas tant besoin de prise à côté du lit. De nombreux hôtels ne se sont pas encore mis à jour. Le meilleur moyen d'éviter ce problème, c'est de séjourner dans un hôtel relativement récent. Lorsque tu te présentes à l'accueil d'un hôtel, il se peut que le personnel te reconnaisse. Il n'est pas rare, surtout dans les structures de haut standing, que le personnel fasse quelques recherches au sujet de leur hôte sur les réseaux sociaux. Ça paraît un peu étrange, mais c'est une bonne façon d'en savoir plus sur son compte et de te permettre d'être plus à ton aise. À l'enregistrement, tu recevras une clé qui va reprogrammer la serrure et rendre toutes les autres clés existantes inutilisables. Il est important d'être courtois avec le personnel si on veut éviter les farces. Les hôtes mal élevés ont parfois droit à 2 clés initiales qui vont reprogrammer à chaque fois la serrure. Il devient impossible d'ouvrir la porte. Le dentifrice est de plus en plus rare dans les salles de bain de chambres d'hôtel. C'est un produit trop cher pour les hôtels à petit budget parce qu'il est considéré comme un produit médical. Pour les hôtels de luxe, c'est le problème opposé. Ils n'arrivent pas à trouver de marque de dentifrice assez chic pour l'offrir à leurs clients. Le personnel de ménage nettoie régulièrement les chambres, mais ne désinfecte pas souvent les objets les plus petits. Les téléphones et les télécommandes sont les objets les plus sales des chambres d'hôtel. Il vaut mieux les stériliser soi-même avec du désinfectant et une lingette. Le coffre-fort n'est pas forcément le meilleur endroit où ranger ces objets de valeur. Les coffres-forts des hôtels sont généralement des coffres à code et il est très probable que quelqu'un en ait connaissance. Qui sait qui d'autre peut avoir accès à cette information ? La surréservation est une pratique courante dans les hôtels puisque la moyenne quotidienne des clients qui ne se présentent pas s'élève à près de 10%. Il se peut donc que ta réservation ne soit pas prise en compte. S'il n'y a pas de chambre disponible à ton arrivée, il n'est pas exclu que l'hôtel te paye une autre chambre dans une structure semblable des environs. Les gens laissent tout et n'importe quoi dans les chambres d'hôtel. Au Portugal, un employé a trouvé un requin qui avait été abandonné là. Le pauvre animal a été transféré dans son habitat naturel en toute sécurité. La plupart, voire la totalité des hôtels choisissent des revêtements en moquette et il y a une très bonne raison à cela. Tout d'abord, c'est une question de sécurité. Il y a moins de chances de glisser et de tomber sur de la moquette que sur du parquet ou du carrelage. De plus, c'est également économique. Il est plus facile de changer une moquette abîmée que de refaire tout le plancher. La moquette est aussi un bon moyen d'insonoriser une pièce et ce n'est pas si mal quand on a des voisins trop turbulents. Tu t'es déjà demandé ce qu'était un petit déjeuner continental et pourquoi on l'appelle comme ça ? Le nom vient du Royaume-Uni, qui est un ensemble d'îles, et il désigne le petit déjeuner qui est servi en Europe continentale. Il peut être composé de viennoiseries, de différents types de tartines, de viande, de fromage, de jus de fruits et de boissons chaudes. Pourquoi a-t-on un jour décidé d'ajouter des talons aux chaussures ? L'invention des talons remonte au Xe siècle et le but initial était de rendre l'équitation plus confortable. Des talons bas permettaient de mieux fixer les pieds dans les étriers et d'éviter de glisser. Plusieurs centaines d'années plus tard, au XVIIe siècle, les chaussures à talons sont devenues une tendance de mode en Europe. Les gens les portaient pour montrer qu'ils possédaient un cheval et ainsi montrer qu'ils étaient riches. Tu te souviens des chewing-gums turbo et de leur forme si particulière ? Cette forme a été créée pour que le chewing-gum ressemble à la trace d'un pneu de voiture de course. 10, 9, 8, 7, ce ne sont pas les ingénieurs de l'espace qui ont inventé le compte à rebours.
Il a été créé par le réalisateur autrichien germano-américain Fritz Lang en 1929. L'un de ces films comportait une scène avec un compte à rebours. Ensuite, la NASA a décidé de se l'approprier. Prends une cuillère à spaghetti, celle avec de grandes dents. Tu vois ce trou au milieu ? Sa fonction n'est pas d'égoutter les pâtes. Il sert à déterminer la quantité de pâtes par personne. La quantité de spaghettis secs qui rentre dans le trou est une portion standard. Tu n'auras ainsi pas besoin de deviner la quantité de spaghettis à cuire pour 3 personnes. Il te suffit de mesurer 3 portions à l'aide de la cuillère. Dans un supermarché, tu passes devant un rayon avec des œufs et tu essaies de déterminer lesquels sont les meilleurs, les blancs ou les beiges. En réalité, il n'y a pratiquement aucune différence entre eux. La couleur des œufs dépend de la race de la poule. Ces volailles produisent 2 pigments de couleurs différents. Tu peux prendre des œufs de n'importe quelle couleur, car leurs composants nutritionnels sont presque les mêmes. Bon, mais ça ne répond pas à la question de savoir qui est arrivé en premier, l'œuf beige ou l'œuf blanc. Il suffit d'une petite quantité de dentifrice, de la taille d'un petit pois, pour se brosser les dents. Mais les publicités t'induisent en erreur en te montrant que tu dois recouvrir toute la brosse de dentifrice. C'est simplement une astuce marketing pour que tu en achètes plus souvent. Si les avions laissent des traces blanches dans le ciel bleu, c'est à cause de la condensation du dioxyde de carbone, de la vapeur et de la combustion du carburant. En hiver, de la vapeur sort de ta bouche. C'est le même principe pour les avions. Il fait toujours froid à l'altitude où les avions volent et des gaz d'échappement et de l'air chaud sortent des turbines. Lorsqu'ils entrent en collision avec l'air froid, ils créent d'épaisses lignes de vapeur. Les toques des chefs de cuisiniers indiquent leur rang dans la hiérarchie, un peu comme les talons. Le chef porte la toque la plus haute. Grâce à cela, il est facile de le repérer dans une cuisine parmi le personnel. Le nombre de plis sur la toque indique le nombre de façons dont le chef sait cuire les œufs. Bien sûr, les cuisines modernes ne suivent plus vraiment ces traditions. Mais une toque est toujours indispensable. Grâce à elle, pas un seul cheveu ne tombe dans les aliments. Les médecins portent des charlottes pour la même raison, pour éviter que des cheveux ne tombent sur la soupe d'un patient pendant une opération. Il y a souvent des caméras dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police et les caméras les aident à résoudre beaucoup de problèmes. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméras dans les avions ? L'équipage maintient l'ordre à bord, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où fuir dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles. Et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que les caméras. Enfin, les caméras induiraient un coût supplémentaire pour les compagnies. Presque tous les hôtels ont des draps blancs. Ils choisissent cette couleur spécifiquement pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et immaculés, plus l'hôtel semble luxueux. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est donc une preuve supplémentaire que ta chambre a été nettoyée. Tu t'es déjà demandé pourquoi la souris d'ordinateur porte ce nom ? En 1968, Douglas Engelbart de l'Institut de recherche de Stanford a présenté la souris d'ordinateur, mais il ne se souvenait pas pourquoi elle s'appelait comme ça. La raison était probablement que ce petit appareil à fil ressemble effectivement à une souris avec une queue. L'essence peut former un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus et lorsque la lumière se reflète à la fois sur l'essence et sur l'eau, tu obtiens un arc-en-ciel. Les aimants sont souvent en forme de fer à cheval car cela augmente leur force magnétique. Les couleurs ont aussi leur importance. La partie bleue indique le pôle sud, la partie rouge, le pôle nord. Les deux pôles fonctionnent simultanément et augmentent la force d'attraction. Le panneau « Ne pas déranger » sur la porte de ta chambre d'hôtel n'est pas une obligation, mais juste une suggestion. Les femmes de chambre et le personnel ont le droit d'y aller s'ils soupçonnent que quelque chose ne va pas, surtout si tu n'enlèves pas le panneau pendant 24 heures. Pourquoi les aiguilles des horloges se déplacent-elles vers la droite ? Le soleil est la principale raison. Dans les temps anciens, lorsque les gens ont inventé le cadran solaire, l'ombre du soleil se déplaçait vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Or, les horloges mécaniques ont été inventées pour la première fois dans l'hémisphère nord, ou comme nous le disons aujourd'hui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les diamants sont taillés de façon aussi symétrique, c'est pour te montrer leur brillance. Au départ, les pierres précieuses ne sont pas si régulières.
Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'ornement. La plupart de ces pièces ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus, parce que c'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il 2 ou 3 trous dans une prise de courant ? Le trou de gauche est neutre, le trou de droite est chaud et l'éventuel trou du dessous est la terre. L'électricité doit circuler en boucle. Le courant sort du trou chaud, traverse le chargeur de ton téléphone par exemple, puis rentre par le trou neutre. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean ? Autrefois, les gens portaient des montres à gousset et cette petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte de telles montres, mais la poche est restée. Tu peux y garder un petit objet comme une alliance par exemple. Le bâton de sucette a 2 trous pour une bonne raison. Lorsqu'on met le bâton dans du sirop chaud, le liquide s'écoule par ces trous. Cela aide à maintenir la sucette fermement sur le bâton lorsqu'elle est complètement solidifiée. Le capuchon du stylo a aussi 2 trous. Ils ont été créés pour éviter que tu t'étouffes si tu avales accidentellement le bouchon. C'est rassurant, mais évite quand même de mâchouiller le capuchon. Pourquoi les gens ont-ils commencé à porter des cravates ? Cela remonte à l'Europe du XVIIe siècle, où la cravate servait originellement à serrer le col de la chemise, ce qui protégeait les soldats du vent froid qui soufflait sur leur cou. Mais le roi Louis XVIII aimait tellement cet élément vestimentaire qu'il en a fait un accessoire indispensable pour les rassemblements royaux. Pourquoi les baguettes chinoises sont-elles attachées ensemble ? Si elles sont jetables, elles doivent être reliées par un petit morceau de bois afin de prouver que personne ne les a utilisées avant toi. Les petits morceaux de tissu rangés dans les vêtements neufs ne sont pas des patchs de réparation, ce sont des échantillons test pour le lavage en machine. Tu peux mettre ce bout de tissu dans ta machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, tu peux laver le vêtement en toute sécurité. Pourquoi les gobelets de fête sont-ils souvent rouges ? Parce que cela t'aide à trouver rapidement ta boisson sur la table parmi les gâteaux apéritifs et les bouteilles. S'il y en a beaucoup d'autres, tu peux écrire ton prénom dessus. De plus, le rouge est considéré comme une couleur qui provoque l'action. Au niveau psychologique, c'est comme si ton gobelet te disait « bois-moi ». On pense que les taxis jaunes ont leur origine dans l'Italie du XVe siècle. Un postier utilisait des calèches jaunes pour distribuer le courrier afin que tout le monde les reconnaisse. Les sortes de pâtes ont des formes différentes parce que chaque forme convient à une sauce particulière. Par exemple, les pâtes fines et lisses sont parfaites pour les sauces et les ingrédients légers. Tandis que les pâtes épaisses et nervurées comme les penne sont idéales pour les sauces plus épaisses et les ragoûts de légumes. Pourquoi les blouses de laboratoire sont-elles blanches, bleues ou vertes ? Auparavant, le personnel soignant ne portait que des vêtements blancs car cette couleur était considérée comme un symbole de propreté et de stérilité. Puis, au début du XXe siècle, ils ont commencé à utiliser du vert car cette couleur est plus reposante pour l'œil du médecin. Lorsqu'un chirurgien voit du rouge pendant longtemps au cours de l'opération, ses yeux réduisent leur sensibilité à cette couleur. Les tons de rouge se mélangent et les médecins ne peuvent plus voir clairement les nuances du corps humain. A l'inverse, les zones bleues ou vertes aident à rafraîchir leur vision. Les yeux se reposent pendant 1 seconde, puis reviennent à nouveau à la couleur rouge. Si un médecin jette un œil à une blouse blanche pendant l'opération, de petites taches vertes peuvent apparaître dans ses yeux. Tu peux vérifier par toi-même. Regarde quelque chose de rouge pendant quelques minutes, puis tourne ton regard vers une feuille de papier blanc. Tu verras ces taches d'une teinte verdâtre. Les médecins portent donc des blouses bleues pour ne pas être distraits. Toutefois, différents hôpitaux peuvent avoir des règles différentes. Les blouses peuvent être de différentes couleurs selon la hiérarchie. Cela est nécessaire pour distinguer un médecin d'une infirmière ou d'un interne. Quoi qu'il en soit, les patients doivent toujours porter cette blouse ouverte sur l'arrière. Il te surveille quand tu es dans la chambre à coucher et quand tu es dans la salle de bain. Non, je ne parle pas de tes enfants de 3 ans. L'une des dernières choses auxquelles tu penserais au moment de partir en vacances, c'est de te dire que la chambre dans laquelle tu séjournes est équipée de caméras cachées, n'est-ce pas ? Et pourtant, pour commencer, vérifie les endroits les plus évidents de ta chambre d'hôtel pour voir si tu peux y trouver des caméras cachées. Selon certains experts, si tu ne trouves rien en évidence,
l'utilisation de ton smartphone suffit pour effectuer une recherche basique. Toutes les caméras ont un objectif, et tous les objectifs reflètent la lumière. Ainsi, un moyen rapide de vérifier la présence de caméras cachées consiste à fermer tous les rideaux de la pièce et à éteindre les lumières. Ensuite, utilise la lampe de poche de ton téléphone et dirige-la vers des endroits ou des objets potentiels où pourrait se trouver une caméra cachée. L'un des endroits les plus évidents est le détecteur de fumée au plafond. Prends une chaise, pointe la lampe droit dessus et essaie de voir si une lumière rouge ou bleue s'y reflète. Tu devras le faire lentement, car la lumière doit frapper la lentille à un angle correct pour que tu puisses voir un reflet. Une fois que tu as terminé, passe à d'autres objets, comme la pomme de douche de la salle de bain ou un réveil et un chargeur de téléphone. Souviens-toi de la position de ces objets. Si le chargeur est placé là où pourrait se trouver une caméra de surveillance, alors inspecte-le et appelle la réception. Même un tableau dans la pièce peut être un nid potentiel pour une caméra cachée. D'autres objets peuvent être aussi des lampes, un trou dans le mur ou un coin du placard. Un autre endroit flippant est le miroir de la salle de bain. Comme il est difficile à repérer, il faut être patient pour le chercher. Tu peux aussi utiliser la caméra de ton téléphone pour repérer les caméras de surveillance qui t'espionnent la nuit. Ces caméras secrètes émettent des lumières infrarouges que l'œil humain ne peut pas voir, ce qui leur permet de fonctionner la nuit. Pour cela, tu devras aussi éteindre les lumières et mettre la caméra en mode selfie. La caméra arrière de la plupart des smartphones est équipée d'un filtre infrarouge, mais pas celle de devant. Tu peux essayer de pointer une télécommande de télévision vers la caméra frontale et appuyer sur l'un des boutons pour le voir par toi-même. Si une lumière rouge vif s'affiche sur ton écran, cela signifie qu'elle fonctionne. Il ne te reste plus qu'à déplacer ta caméra dans l'obscurité pour voir si tu peux trouver une lumière vive autour. Il sera bon de faire un deuxième balayage pour t'assurer que tu n'as rien manqué. Une autre technique que tu peux utiliser consiste à éteindre le Wi-Fi lorsque tu entres dans la chambre d'hôtel. La plupart des caméras sont connectées au Wi-Fi, donc elles ne fonctionneront plus. Si la réception t'appelle pour te dire que le Wi-Fi est désactivé dans la chambre, cela peut être un signe d'alarme. Il n'y a aucune raison pour qu'il sache si le Wi-Fi a été éteint volontairement. Cela pourrait signifier que les caméras sont sur le Wi-Fi local. Lorsque tu te connectes pour la première fois au Wi-Fi de ta chambre d'hôtel, fais attention à ne jamais partager tes données personnelles. La plupart des réseaux te demanderont tes identifiants de connexion, comme ton adresse email. Certaines personnes peuvent créer une page de connexion Wi-Fi identique à celle de l'hôtel, ce qui peut être trompeur. Tu peux te connecter à un routeur Wi-Fi, mais il suffit d'un email pour que certaines personnes sachent tout de toi. L'une des meilleures choses que tu puisses faire est de télécharger une application qui te montre quels appareils sont actuellement connectés au Wi-Fi que tu utilises. Elle peut montrer quel smartphone, ordinateur portable, téléviseur intelligent et, dans le pire des cas, quelles caméras cachées sont connectées. Un scanner à radiofréquence peut détecter une caméra sans fil dans la pièce, même si elle est connectée à son propre Wi-Fi. Cela peut toutefois s'avérer difficile en raison des nombreux appareils sans fil qui encombrent les ondes. En effet, il est possible de capter des signaux aléatoires même si on éteint tous les appareils et tous les signaux sans fil émetteurs. L'intrusion dans ta vie privée peut aller jusqu'à la mise sur écoute de ton téléphone portable ou de ta ligne fixe pour intercepter tes conversations. Une des façons d'écouter les conversations des gens consiste à installer un microphone sur une ligne qui envoie le son sans fil à un enregistreur à partir d'un émetteur distant. Presque tout le monde peut mettre la main sur un tel équipement, car il ne coûte pas trop cher et est disponible dans de nombreux magasins en ligne. Si tu remarques des sons étranges lorsque tu parles au téléphone, comme des clics, des voix lointaines ou un son semblable à celui d'un vieux disque, il y a de fortes chances que quelqu'un écoute tes appels téléphoniques. Ces sons ne sont pas typiques d'un téléphone portable moderne ordinaire. La plupart des logiciels d'écoute fonctionnent en arrière-plan de ton téléphone sans que tu le saches, ce qui vide la batterie. Il peut y avoir de nombreuses explications au fait que la batterie de ton téléphone ne cesse de se vider. Mais un logiciel installé sur ton téléphone, des virus et des logiciels malveillants en sont probablement la cause. Tu peux également être attentif aux activités inhabituelles de ton téléphone lorsque tu ne l'utilises pas. Si les notifications ne cessent de s'afficher alors que tu les as désactivées, ton téléphone est peut-être sur écoute. Dans ce cas, les escrocs n'ont pas seulement accès à tes appels téléphoniques, mais aussi à ton téléphone lui-même. Ils peuvent repérer toutes les photos, vidéos, fichiers et informations que tu possèdes sans que tu le saches. Si tu essaies d'éteindre ton portable et que cela prend beaucoup plus de temps que d'habitude, cela peut être un autre signe que quelqu'un a piraté ton téléphone. Pour que celui-ci s'éteigne complètement, il doit se déconnecter correctement de toutes les tâches et activités. Si ton téléphone est en train de transférer des données à quelqu'un à distance, cela peut être la raison de ce délai de déconnexion. L'un des principaux signaux d'alarme est la réception de textos concernant des symboles et des chiffres aléatoires.
Les personnes qui mettent ton téléphone sur écoute utilisent un logiciel illégal qui les oblige parfois à recevoir des codes secrets. N'oublie pas de vérifier que tu n'es pas abonné à ces messages. Sinon, contacte quelqu'un qui pourra t'aider. Si tu fais défiler tes applications et que tu remarques quelque chose qui semble louche ou qui ne devrait pas être là, l'application pourrait être un déguisement pour un logiciel d'espionnage. Vérifie également l'historique bizarre de tes navigateurs pour des choses que tu n'as pas recherchées. Tu pourrais remarquer que ton téléphone s'allume et s'éteint de façon aléatoire sans que tu le touches. Et le pire, c'est qu'ils peuvent allumer la caméra de ton téléphone quand ils le veulent et sans que tu le saches. Si tu as l'impression que ton téléphone a été trafiqué, tu dois tout réinitialiser. Cela efface toutes les données, y compris les fichiers, les paramètres et les applications. Les mêmes risques s'appliquent à ton ordinateur portable. De temps en temps, nous cliquons tous sur quelque chose qui semble normal, mais qui est en réalité un point d'accès permettant à un logiciel espion de s'introduire dans notre ordinateur. Une batterie déchargée, une surchauffe et une activité bizarre sont des signes révélateurs de l'infection de ton PC. Les traceurs GPS sont les moyens les plus courants de suivre le véhicule d'une personne. Il est assez simple d'installer ces espions, mais il est très difficile de les trouver, car ils sont généralement placés dans les profondeurs de la voiture. Si jamais tu as le sentiment effrayant que quelqu'un pourrait t'observer pendant que tu conduis, ou si par coïncidence, tu vois la même personne partout où tu vas en voiture, alors commence à chercher ce traceur. Les endroits les plus courants sont sous la voiture ou près de roues arrière. Mais la personne qui suit ton véhicule est intelligente et sait ce qu'elle fait. Elle ne te laissera pas la trouver si facilement. Si tu ne trouves rien à l'extérieur de ton véhicule, alors essaie de regarder à l'intérieur. Si tu y trouves quelque chose, c'est un signe évident que la personne qui te traque s'est introduite dans ta voiture et y a placé le dispositif de pistage, ou pire, que c'est quelqu'un que tu connais qui a fait un tour avec toi et qui l'a glissé sans que tu le saches. Vérifie derrière le tableau de bord et dans les appareils électroniques de la voiture pour être sûr. Au lieu de démonter ta voiture pour trouver le traceur, tu peux acheter un détecteur de micro-GPS. Il fonctionne en trouvant des fréquences électroniques à proximité du véhicule. Ils ne l'empêcheront pas de te suivre, mais ils t'aideront à le trouver. Avant de l'utiliser, éteins ton smartphone ou mets-le en mode avion. De cette façon, les fréquences ne seront pas interceptées par le dispositif de suivi. Et si tu as l'impression que cela ne fonctionne pas, essaie de garer ta voiture dans un endroit isolé où rien n'est en vue. Même un garage éloigné ferait l'affaire. Bon, super. Quelqu'un d'autre se sent un peu paranoïaque ici? Allons voir un peu qui va lever la main. Tu t'arrêtes devant un hôtel et tu vois un panneau indiquant qu'il est complet. Ne t'y fie pas à 100%. Les hôtels affichent généralement complet lorsqu'il ne leur reste que 2 ou 3 chambres. Essaie plutôt d'appeler la réception pour voir s'ils ont des chambres. Les étoiles des hôtels ne sont pas toujours fiables car les systèmes d'évaluation varient selon les pays. En Italie, par exemple, un hôtel peut recevoir 5 étoiles simplement parce qu'il a une réception ouverte 24 heures sur 24, des réceptionnistes qui parlent 3 langues et des chambres de plus de 16 mètres carrés. Au lieu de te fier aux étoiles, regarde plutôt les notes ou les commentaires sur Internet. Réserver au dernier moment peut aussi te permettre de bénéficier des meilleures offres. Si ton séjour n'est pas urgent, essaie de réserver une chambre le jour même de ton séjour. Si l'hôtel n'est pas complet, tu auras probablement une réduction. Les gérants d'hôtel réduisent le prix des chambres à la dernière minute pour les remplir. Il est aussi généralement préférable de réserver directement auprès de l'hôtel. Les sites web tiers proposent souvent les moins bonnes chambres ou celles qui restent. Les hôtels sont aussi susceptibles de proposer un tarif réduit si tu réserves directement, tandis que les sites tiers facturent des frais à l'hôtel, qui se retrouvent dans le tarif que tu paies. Une fois que tu es au comptoir d'enregistrement, il est probable que le personnel de l'hôtel te reconnaisse déjà. De nombreux hôtels, en particulier les hôtels haut de gamme, font une petite recherche sur les médias sociaux de leurs clients. Bien que cela semble un peu effrayant, c'est seulement pour qu'ils puissent voir qui tu es et rendre ton séjour plus agréable. Lors de l'enregistrement, tu recevras également une clé qui réinitialisera la serrure de ta porte et annulera toutes les clés existantes. Mais assure-toi d'être respectueux envers les réceptionnistes. Parfois, il arrive qu'ils se vengent des clients impolis en faisant des doubles clés. Ils te donnent 2 clés, mais l'une comme l'autre réinitialise la porte. Donc, une fois que tu auras utilisé la deuxième, la première ne fonctionnera plus. Si ta clé est munie d'une bande magnétique, assure-toi de ne pas la mettre près de ton téléphone portable ou de ton portefeuille. Un aimant puissant comme celui de ton téléphone peut effacer les données de ta carte clé, ce qui signifie que tu ne pourras plus entrer dans ta chambre. Maintenant que tu es enregistré, dirigeons-nous vers ta chambre. Assure-toi de passer rapidement en revue tes portes et ton étage. Certains clients d'hôtel ont signalé que de minuscules caméras avaient été glissées sous leur porte. Même si la porte est verrouillée, les caméras endoscopiques peuvent facilement se glisser dessous. La règle générale est que si tu peux faire passer tes doigts sous la porte,
Une caméra peut aussi passer. Essaie de couvrir l'interstice avec une serviette. Maintenant, qu'en est-il de la pièce en général ? Si tu n'en es pas satisfait, tu peux facilement demander un changement. S'il y a d'autres chambres disponibles, le réceptionniste sera heureux de t'aider. Une fois que tu seras installé, rends-toi dans la salle de bain pour jeter un œil à tous ces échantillons. Bien que tu puisses penser faire une affaire en piquant tous les shampoings gratuits, les hôtels souhaitent en réalité que tu les prennes. Ces articles arborent le logo de l'hôtel, donc tu leur fais de la publicité gratuite si tu les emportes. En revanche, il n'en va pas de même pour les peignoirs et les serviettes. De nombreux hôtels ajoutent maintenant des puces à radiofréquence afin de pouvoir suivre les articles volés. Le dentifrice est un article que tu ne trouveras probablement pas dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. Pour les hôtels économiques, il est souvent trop cher à commander, car il est classé comme fourniture médicale. Pour les hôtels de luxe, c'est le contraire. Ils n'arrivent souvent pas à trouver un fabricant de dentifrice assez haut de gamme pour être présent dans leur chambre. Tu remarqueras peut-être aussi un téléphone à côté des toilettes. C'est une exigence de l'AAA pour que les hôtels reçoivent une note de 4 diamants. Il sert aussi de dispositif de sécurité. Si tu glisses sur le sol mouillé ou si tu es coincé dans les toilettes pour une raison quelconque, tu peux facilement appeler à l'aide. Bien que le personnel nettoie fréquemment les chambres d'hôtel, la désinfection des petits objets ne figure pas en tête de leur liste de priorités. Les télécommandes et les téléphones font partie des objets les plus sales dans une chambre d'hôtel. Alors n'oublie pas d'apporter des lingettes désinfectantes pour les nettoyer avant de les utiliser. Si tu penses mettre tes objets de valeur dans le coffre-fort par mesure de sécurité, tu devrais aussi y réfléchir à 2 fois. Les coffres-forts des hôtels sont munis de mots de passe et non de serrure. Il y a donc de fortes chances que quelqu'un dans l'hôtel connaisse le mot de passe. Et il pourrait mettre la main sur des informations ou des objets de valeur. Tu peux aussi jeter l'édredon par terre. Si les draps peuvent être nettoyés régulièrement, ce n'est pas le cas des édredons. Certains hôtels les lavent toutes les semaines ou presque, mais d'autres ne s'en soucient même pas. Et il en va parfois de même pour les draps. La plupart des hôtels haut de gamme changent les draps tous les jours, mais beaucoup d'hôtels économiques ne changent ni les têtes d'oreiller ni la literie après le départ d'un client. Il n'est donc pas inutile de demander des têtes d'oreiller propres à ton arrivée. Tu es maintenant prêt à t'allonger sur le lit et à louer un film, mais n'essaie pas d'arnaquer l'hôtel en prétendant que tu as cliqué dessus par accident pour ne pas avoir à payer. Les employés de la réception peuvent voir combien de temps tu as regardé un film. Donc si tu l'as arrêté au bout de quelques secondes, ils te croiront. Mais pas si tu l'as regardé jusqu'à la fin. Tu as envie d'une boisson pendant que tu regardes ton film ? Assure-toi de bien vérifier les bouchons sur les bouteilles du minibar. Certains clients malins boivent souvent dans les bouteilles et les remplissent d'eau. De cette façon, ils évitent de les payer et tu pourrais être facturé si le personnel de ménage ne l'avait pas remarqué. Après une bonne nuit de sommeil, tu cherches quelque chose à faire pendant tes vacances. Au lieu de faire appel à Google ou TripAdvisor pour trouver les meilleurs endroits, demande à la réception. Les réceptionnistes sont formés pour donner aux clients les meilleures recommandations pour les activités locales. Pendant ton absence, le personnel de ménage passera dans ta chambre, mais il ne fera peut-être pas que la nettoyer. Parfois, si un membre du personnel est fatigué et qu'il a assez de temps, il peut faire une petite sieste sur ton lit. Lors du nettoyage, si tu as laissé ta chambre en désordre, le personnel devra déplacer tes affaires. Ils devront les toucher pour faire le ménage, alors si cela te dérange, mets le panneau « Ne pas déranger » ou fais le ménage toi-même. Il est également préférable de ne pas boire dans le verre de la salle de bain, car de nombreux verres ne sont pas nettoyés correctement. Certains employés utilisent même du désinfectant ou du cirage pour meubles pour que les verres soient impeccables. Le personnel de ménage ne passe pas non plus toujours l'aspirateur dans ta chambre. Il se contente parfois de ramasser les plus grosses saletés. Assure-toi d'être aimable avec le personnel. La plupart du personnel de l'hôtel est prêt à offrir des surclassements et des services gratuits à un client amical. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais un sourire ne fait jamais de mal, et un pourboire non plus. C'est maintenant l'heure du check-out, mais tu pars tôt et tu vas manquer le petit déjeuner. S'il est inclus dans le prix de ta chambre, le personnel peut te le préparer à emporter. Mais il est alors préférable de les prévenir la veille au soir. Regarde aussi le sol en sortant. C'est de la moquette, n'est-ce pas ? La plupart des hôtels ont des sols entièrement recouverts de moquette, et ce pour 3 raisons principales. Premièrement, tu as beaucoup moins de chances de glisser sur de la moquette que sur du bois ou de la pierre. Deuxièmement, la moquette offre une isolation acoustique supplémentaire. Troisièmement, c'est plus rentable pour l'hôtel car la moquette est beaucoup plus facile et moins chère à remplacer.
Tu es fin prêt pour tes prochaines vacances, mais tu es retenu au travail à la dernière minute. Quel cauchemar! Tout est réservé, il semble donc que tu devras payer ces ennuyeux frais d'annulation de dernière minute. Si tu appelles l'hôtel et que tu demandes à changer pour une date de réservation ultérieure, il y a des chances que lorsque tu annuleras cette nouvelle date, les frais soient annulés. Les hôtels aussi ont l'habitude de pratiquer le surbooking, car le taux moyen de non-présentation quotidien est d'environ 10%. Cela signifie qu'il y a une chance que tu n'obtiennes pas la chambre que tu as réservée. Si tu te présentes et qu'il n'y a pas de chambre disponible, il y a de fortes chances que tu sois relogé. Cela signifie que l'hôtel te paiera une chambre dans un autre hôtel similaire du quartier. La plupart des hôtels n'acceptent également que les cartes de crédit comme moyen de paiement. Bien que cela puisse être ennuyeux, c'est pour s'assurer qu'ils reçoivent bien le paiement. Les clients utilisent souvent des services supplémentaires payants, comme le minibar, qu'ils paient au moment du départ. Si ta carte de débit n'a pas assez de fonds pour en couvrir le coût, la seule façon pour l'hôtel d'obtenir l'argent est de te poursuivre en justice. Les frais d'avocat sont facturés séparément. Il y a une quantité surprenante d'objets laissés dans les chambres, et les hôtels ne veulent pas que tu le saches. Dans un hôtel au Portugal, un employé a même trouvé un requin dans la baignoire. Sans savoir comment il s'est retrouvé là, le requin a finalement été renvoyé dans son habitat naturel, sain et sauf. Donc, encore une fois, fais attention quand tu vas dans la salle de bain pour la première fois. Même si cela part d'une bonne intention, replier avec soin les serviettes usagées n'est pas la meilleure chose à faire dans un hôtel. La règle générale est la suivante. Laisse-les en boule quelque part, par exemple sur le sol de la salle de bain ou dans la baignoire. Le personnel de chambre saura alors qu'elles ont besoin d'être changées. Si tu les replies trop proprement, le personnel peut se tromper et les laisser telles quelles, pensant qu'elles sont encore fraîches. Tu voyages avec un petit budget et tu as apporté des accessoires pour pouvoir cuisiner sur place à l'hôtel. Pas de problème, mais s'il n'y a qu'une seule prise de courant et que tu veux faire bouillir des œufs dans ta bouilloire électrique, il vaut mieux t'en abstenir. D'abord, on ne sait jamais quelle est la capacité de la prise de courant. Elle peut même déclencher l'alarme incendie de l'hôtel. Tiens-t'en au sandwich froid ou à quelque chose d'autre. Bien sûr, tu peux faire bouillir de l'eau pour un bol de nouilles instantanées, mais si tu as envie d'une tranche de pain grillé bien croustillant, n'essaie jamais de le faire avec un fer à repasser. Cela peut sembler fou, mais certaines personnes ont déjà essayé de réchauffer leur pizza congelée avec un sèche-cheveux. Que s'est-il passé ? Ils ont fini par devoir chercher un autre hôtel et un vrai restaurant. Cherche toujours des hôtels qui incluent le petit déjeuner. Il est généralement beaucoup plus cher de prendre le petit déjeuner dans un restaurant voisin et tu ne sauras d'ailleurs probablement pas où aller. Il est préférable d'opter pour le buffet à volonté de l'hôtel, avec café, fromage, jambon, toast, fruits. Si tu en profites à fond, tu n'auras sans doute pas faim jusqu'au dîner. Parfois, ta chambre d'hôtel est beaucoup plus grande que tu ne le pensais. S'il y a 2 lits, mais que tu voyages seul, n'utilise pas les 2. Cela ne ferait qu'ajouter du travail inutile pour le personnel de l'hôtel. Même si le service de chambre inclut le ménage, il est poli de faire toi-même un brin de nettoyage avant de partir. Ramasse les papiers qui traînent, essuie le café que tu as renversé, mais ne fais pas le lit. Le personnel va remplacer les draps de toute façon. De plus, si tu fais le lit juste après t'être levé, tu ne fais que créer un bel environnement sombre et humide dont raffolent les minuscules acariens. Oui, les petites bêtes peuvent être un vrai problème. Même les meilleurs hôtels, avec le meilleur personnel qui soit, peuvent être impuissants face à ces créatures microscopiques. Mets d'abord tes bagages dans la baignoire, c'est l'endroit le plus propre de la chambre. Puis, vérifie s'il y a des bestioles dans la chambre. Si tu n'en vois pas, tu peux commencer à défaire tes valises. Ok, pas d'insectes en vue, mais qu'en est-il de la moisissure ? La façon la plus courante de laisser se développer la moisissure dans une chambre d'hôtel est de jeter ta serviette mouillée sur le lit et de sortir pour la journée. Tu reviendras sûrement dans une chambre à l'odeur intéressante. Si tu voyages beaucoup et que tu prévois d'utiliser la même chaîne d'hôtel plusieurs fois, n'essaie pas de faire croire à l'hôtel que tu n'as pas bu cette canette du minibar. Oui, une canette de soda peut te coûter le double de ce que tu paierais à la station-service, mais tu ne veux pas être mis sur la liste noire de l'hôtel, si ? Même si cela semble très loufoque, ne fais jamais bouillir tes chaussettes ou tout autre vêtement dans la bouilloire de ta chambre d'hôtel. Certains directeurs d'hôtel prétendent avoir vu cela se produire. Il suffit d'envoyer tes vêtements au service de nettoyage de l'hôtel. Si tu aimes dormir sur un oreiller bien épais, demande à la réception un oreiller supplémentaire. Ne pense même pas à déplacer le coussin du canapé. Il y a de fortes chances qu'il n'ait jamais vraiment été lavé.
Dire merci est toujours poli, mais un bon pourboire est encore plus apprécié. Toutefois, ne laisse pas seulement un gros pourboire au room service le dernier jour de ton séjour. Différentes personnes ont pu nettoyer ta chambre, donc donner un pourboire seulement au dernier est un peu injuste. Si tu décides de laisser ton pourboire le tout dernier jour, laisse une note pour t'assurer qu'ils le partagent avec leurs collègues. Tu peux aussi donner un pourboire au voiturier lorsque tu déposes et récupères ton véhicule. Ne sois pas timide, tu peux aussi donner un pourboire au portier, au bagagiste. Ces petits pourboires peuvent s'additionner, mais le personnel sera aux petits soins avec toi durant tout ton séjour. Emporter les articles réutilisables de ta chambre d'hôtel en guise de souvenir est à proscrire, bien qu'il soit normal de prendre les shampoings, les lotions, les savons, les peignes, les kits de couture. Ces accessoires peuvent te sauver en cas d'urgence, mais laisse les serviettes, les verres et la vaisselle pour le prochain client. Si ta chambre a le peignoir de tes rêves, tu peux toujours aller à la réception et demander si tu peux en acheter un. Si tu l'emportes sans demander la permission, il y a de fortes chances que ta carte de crédit soit débitée plus tard. Au fait, ne fais pas sécher les serviettes de l'hôtel sur la rambarde du balcon. Si le vent emporte l'une d'entre elles, ou est-ce un voisin malveillant, c'est toi qui vas payer la note. Ce ne sont que de banales serviettes blanches, mais elles peuvent coûter très cher. N'aie pas peur d'appeler la réception pour demander un check-out tardif. Ce n'est probablement pas un gros problème pour l'hôtel, mais cela pourrait faire toute la différence pour toi. Les hôtels savent que tu seras plus susceptible de les choisir à nouveau ou de laisser un bon pourboire s'ils t'accordent quelques heures supplémentaires dans ta chambre. S'ils disent non, eh bien, au moins, tu auras essayé. Une chose que tu peux faire pour aider le personnel quand tu pars, c'est d'aérer ta chambre. Ce petit geste est l'une des choses qui leur prend le plus de temps et ils doivent nettoyer les chambres très rapidement. Il suffit de laisser les fenêtres ouvertes pour rafraîchir un peu la pièce. S'il fait vraiment chaud dehors, tu peux même laisser l'air conditionné allumé, mais ne fais pas les deux en même temps. Laisse la télécommande de la télévision sur le bureau, les couverts sur la table et toutes les chaises à leur place. Cela fait gagner beaucoup de temps au personnel de ménage, qui est déjà très pressé. N'oublie pas qu'ils doivent nettoyer des centaines de chambres chaque jour. Les accidents peuvent arriver n'importe où, et ce n'est pas grave si tu fais tomber un verre et qu'il se brise. Mais n'essaie pas de maquiller ton forfait. Appelle la réception et préviens-les. Ils ne te feront probablement pas payer pour un accident aussi insignifiant. De plus, la direction pourrait penser que le personnel d'entretien l'a cassé, et il pourrait leur faire payer le remplacement. Ne refuse jamais une occasion de participer au programme de fidélité de ton hôtel. C'est généralement gratuit et tu peux l'obtenir dès ton premier séjour. Si tu voyages beaucoup, essaie de choisir ces grandes chaînes d'hôtels qui te donnent des bonus chaque fois que tu réserves. Tu pourrais te voir attribuer une suite, obtenir une meilleure vue, un abonnement gratuit à la salle de sport ou même une nuit gratuite. Méfie-toi des douches qui font beaucoup de vapeur. Si tu libères accidentellement toute cette vapeur d'eau dans ta chambre d'un seul coup, tu pourrais déclencher l'alarme incendie de l'hôtel. Elle est réglée de façon très sensible, alors assure-toi de garder la porte de la cabine fermée la prochaine fois que tu te crois au sauna. Si tu voyages avec un animal de compagnie, préviens l'hôtel à l'avance. La politique concernant les animaux peut varier d'un établissement à l'autre. Et si tu as un compagnon plutôt inhabituel, il vaut mieux vérifier 2 fois. C'est peut-être un hôtel qui accepte les animaux de compagnie, mais tu ne pourras probablement pas te présenter avec ton pan. Si la réception te refuse l'entrée, elle pourra généralement te recommander un autre hôtel à proximité. Essayer de cacher ton petit ami à fourrure ou à plumes n'est pas la meilleure idée non plus. Les chiens peuvent être super bruyants, les chats aussi, sans parler des pans. Tu écoperas d'une grosse amende s'ils le découvrent. Les règles de réservation sont un peu différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient auparavant. Avant, il fallait confirmer son séjour dans certains hôtels en leur écrivant une lettre. Aujourd'hui, il suffit d'avoir toutes tes informations de réservation à portée de main sur ton smartphone. Cela facilitera le travail du personnel de réception. Si c'est un grand hôtel, ils peuvent avoir des centaines de personnes qui s'enregistrent en quelques heures. Le personnel de la réception est généralement très occupé à gérer les clients, les livraisons, les événements, les urgences, un pan qui court dans le hall, et ainsi de suite. Alors, un petit conseil, ne les dérange pas pour chaque petite question que tu pourrais avoir. Regarde le petit livret qui est généralement posé sur la table de chevet, la réponse s'y trouve très probablement. Profite bien de ton séjour.